Bien, mesdames, messieurs, je vous propose d'entamer la seconde partie de cet après-midi d'études. Avant la pause café, nous avons entendu trois duos d'orateurs, trois binômes nous présenter les principales facettes de la réforme qui nous occupe, la réforme des marchés publics, analysée dans la perspective plus particulièrement de la lutte contre le dumping social. À présent, la parole est aux acteurs de terrain, puisque nous avons j'ai le plaisir d'avoir à côté de moi, de part et d'autre, une série d'acteurs privilégiés de la conception ou de la mise en œuvre de cette réforme. Je vous présente rapidement nos intervenants et je les remercie très chaleureusement pour avoir fait le déplacement compte tenu de leurs agendas bien chargés. Monsieur Tarabella est député européen. Il est ici parce qu'il a été le rapporteur du dossier de la révision des directives marchés publics en 2014. C'est donc évidemment un excellent connaisseur du dossier. À ma gauche, M. Soons est directeur de cabinet du secrétaire d'État à la lutte contre la fraude sociale et donc en première ligne dans la mise en œuvre, dans la transposition en droit interne des directives européennes. Était annoncée sur le programme Mme Maric, Sylvie Maric, secrétaire générale du service public de Wallonie, mais ce n'est pas tout au bout de la table Mme Maric qui est là parce qu'elle a eu un empêchement de dernière minute. Elle est remplacée par Pierre Goffard, que je remercie, qui est attaché à la cellule développement durable du SPOE, le service public de Wallonie. Et enfin, nous avons les partenaires sociaux, trois représentants des organisations de travailleurs et d'employeurs du secteur de la construction, plus spécifiquement, puisque c'est le secteur le plus concerné. Je vais du plus proche au plus loin. Luc Norga est attaché au service d'études de la centrale de la CSC de la construction et du bâtiment. À côté de lui, Philippe Stiénon est attaché au service d'études de la Confédération Construction, pour sa part. Et enfin, Nicolas Deprez a pendant longtemps été à la centrale générale de la FGTB et est depuis peu, si j'ai bien compris, si mes informations sont bonnes, porte-parole du secrétaire général de la FGTB, Robert Vertonneuil. Bien, alors je propose de procéder de la manière suivante. Je vais donner la parole tour à tour à chacun de nos intervenants pour un exposé d'une petite dizaine de minutes, pas davantage, et je les remercie déjà de veiller à soigneusement respecter le temps imparti afin que chacun ait le droit à la parole. Je vais d'ailleurs moi-même me taire bientôt, comme ça tout le monde aura la parole. Et ensuite, après l'intervention de chacun, nous aurons un moment d'échange avec vous, avec la salle. Vos questions, vos interpellations seront les bienvenues. Alors, je donne d'abord la parole à M. Tarabella, eurodéputé, en lui demandant s'il peut nous indiquer, de manière succincte bien sûr, quels ont été les moments clés dans le processus législatif qui a conduit à l'échelle européenne d'abord à refondre les directives européennes sur les marchés publics et surtout, plus précisément, quelle place a occupé dans ce processus de réécriture la question qui nous intéresse, la question de la lutte contre le dumping social, et notamment sous question, est-ce qu'il est vrai que la réécriture des directives marchés publics dans le but d'améliorer la lutte contre le dumping social a été favorisée par le fait que le dossier parallèle de la réécriture de la directive détachement de travailleurs, était enlisé. Est-ce qu'il est vrai que c'est parce que sur le terrain du détachement de travailleurs, on ne parvenait plus à ce moment-là à avancer qu'on a jugé bon, on a jugé utile de s'emparer de l'outil de la commande publique pour encadrer, mieux contrer ce phénomène du dumping social? La parole est à vous. Merci pour cette brève présentation. Et la réponse à votre question est non. En fait, parce que dans le processus, c'est vrai que j'y ai accordé une certaine attention, mais ce n'était pas le cas de tout le monde. Or, en tant que rapporteur, c'est vrai que j'ai peut-être joué un rôle central, mais on n'est jamais seul au Parlement européen. Personne n'est majoritaire, donc nous, les Belges, on est bien exercés, il faut toujours faire des compromis. Et évidemment, ce n'était pas la priorité de tout le monde. Et certains, d'ailleurs, me décourageaient sur certains points dont je vais vous parler, évidemment, brièvement. Première étape clé, c'est la proposition du commissaire Barnier, à la manœuvre, le 21 décembre 2011, qui propose de réformer la commande publique pour la rendre plus efficiente et pour mieux investir l'argent du citoyen, puisqu'il y a beaucoup de déperdition d'argent au travers des marchés publics, que ce soit par le financement de certaines mafias dans certains pays, ça devient le premier mode de financement de certaines mafias, et puis il y a des travaux ou des services qui sont rendus de manière parfois moins efficace. Et donc, il faut améliorer tout cela. C'est quand même 19% du PIB de l'Union européenne, donc c'est très large comme impact. Ma première étape clé à moi, lire le texte
Et puis de janvier à mars 2012, c'est d'écouter les 120 organismes qui ont voulu me rencontrer. Ça va de la Confédération de la construction en passant par la FGTB, mais aussi les maires de France, de Belgique, l'Union des villes et communes, l'Ordre des avocats, l'Ordre des architectes, les chambres de commerce, même norvégiennes, puisqu'ils sont impactés par les directives marché intérieur. Bref, tout qui est intéressé par la commande publique, ça fait beaucoup de monde. Et je trouve que c'est une belle source d'information, car j'ai un grand handicap, je ne suis pas juriste. Et donc pour faire un texte aussi compliqué, parfois il faut quand même avoir d'abord une bonne information et puis se référer aussi à des juristes dans les étapes du processus. 5 à 6 articles clés. Le premier, c'est l'article 11. Veiller à réaffirmer, j'y ai tenu beaucoup, à réaffirmer le principe de libre administration qui permet à l'autorité publique de s'organiser comme elle l'entend. Tout n'est pas à soumettre à marché public. On peut s'organiser dans certains services communaux, parfois pour essayer d'ailleurs d'engager une main-d'œuvre qui n'est pas toujours proche de l'emploi. Pour certains boulots plus simples, eh bien, il est clair que c'est un principe de libre administration que j'ai voulu préserver. L'article clé, c'est le 18.2, qui a été mentionné le 18.1 tout à l'heure par le professeur Wouters, mais le 18.2, parce que c'est visé à respecter le droit des travailleurs. Et c'est vrai que le dumping social était quelque chose qui, moi, j'étais pas le seul, mais m'inquiétait beaucoup. Le 18.2, je ne sais plus le libellé, c'était de veiller à respecter le droit des travailleurs, faire en sorte que les conventions collectives de travail, notamment, soient respectées comme ayant force de loi, même dans les pays où elles n'ont pas force de loi. Auquel renvoie toute une série d'articles, notamment le 69 sur les offres anormalement basses, et je vais en parler dans une minute. Et donc, c'est un article pivot auquel renvoient d'autres articles avec des critères d'exclusion, etc. Ça, c'était fondamental. Le 56 et le 67, c'est des articles qui considèrent que le critère principal d'attribution ne doit plus être le prix le plus bas. Le Conseil, les gouvernements auraient voulu que le prix le plus bas soit toujours une option. Évidemment, si on laisse le prix à un niveau haut dans les critères, ce sera de facto le prix. Mais le fait d'ouvrir à des critères environnementaux, sociaux, qualité des produits, le coût du cycle de vie, ça dépend évidemment des marchés auxquels on s'attelle, mais il est clair que c'était un message clé de dire creusons-nous un peu pour arrêter d'aller à la facilité du prix le plus bas qui n'est pas toujours synonyme de malfaçon. Ça peut être le fruit d'une innovation technologique qui est révolutionnaire, qui est moins chère et qui est meilleure. Ça peut arriver. Mais quand le critère est le seul prix, ça génère quand même souvent des problèmes dans les communes, dans les entités que je connais bien, et des problèmes de malfaçon, et finalement ça coûte plus cher. Et puis il y a des entreprises aussi, là je jette la pierre à certaines entreprises, souvent des grosses de certains secteurs, notamment la construction, qui ont plus de juristes maintenant que de techniciens, et qui attaquent les cahiers de charges. C'est leur sport favori. Et donc ils sont les moins chers, ils obtiennent les marchés, et puis ils attaquent les cahiers de charges, il y a des surcoûts. Évidemment, quand ils emploient une main-d'œuvre, même légalement sous le couvert de la directive détachement des travailleurs, ils sont une concurrence finalement que je considère comme déloyale par rapport à des PME qui ont de la main-d'œuvre locale. Et donc, clairement, là, il y a des spécialistes. Je cite toujours un nom parce qu'il faut toujours dire du mal des gens qui font mal. Delta Thermix dans la région liégeoise. Ça, quand ils sont sur un marché, c'est la catastrophe parce que c'est des surcoûts. Ils ne méritent pas d'avoir les marchés, ils les obtiennent, et puis c'est de la malfaçon, on attaque les cahiers de charges, on attaque les autorités locales, c'est des mois de retard, et puis c'est finalement plus cher et énervant pour tout le monde. Donc malheureusement, il y a des entreprises qui polluent le secteur, elles sont heureusement minoritaires, mais elles existent et on n'arrive pas à les déboulonner. Les offres anormalement basses, ça, et le professeur Wouters l'a dit, l'article dit, les offres qui apparaissent anormalement basses doivent faire l'objet d'un contrôle. Et si, à la faveur du contrôle, on se rend compte qu'elles contreviennent à des règles claires, et notamment l'article 18.2, eh bien, elles doivent être exclues. Et ça, c'est un article qui est il a fallu quand même lutter pour l'obtenir, tout le monde n'était pas d'accord, et sachant que le contrôle peut révéler qu'il ne s'agit pas du tout d'une offre anormalement basse, mais il faut pouvoir le contrôler. La sous-traitance. Pourquoi la sous-traitance? Parce qu'une collègue de M. Depretz, Mme Fervaille, de la centrale du nettoyage, me dit un jour dans mon bureau, dans mes 120 consultations, que les gares de chemin de fer à Bruxelles étaient nettoyées par des Roumains illégaux la nuit pour 300 € par mois. Alors vous vous dites comment la SNCB fait travailler des Roumains illégaux? Ce n'est pas la SNCB en tant que telle. Elle a attribué un marché de nettoyage des gares et les services publics fédéraux, je dirais, de contrôle social ou l'inspection sociale, ont mis au jour une sous-traitance de 8 en cascade. Ça n'est pas productif, une sous-traitance de 8.
parce que chacun prend une commission au passage, le fait faire moins cher par un autre, et on arrive à du dumping social, voire de la traite d'êtres humains. Mais que la sous-traitance doive être permise, c'est normal. C'est une porte d'accès des petites et moyennes entreprises qui participent trop peu au marché public, et c'est par la voie de la sous-traitance qu'elles y participent, donc il faut la cadrer. Malheureusement, ce qu'on a obtenu n'est pas ce dont j'aurais rêvé. J'aurais rêvé d'une limitation militaire à 3, peut-être plus le contractant principal. Pourquoi ? Parce qu'il faut être aussi souple. Si quelqu'un est overbooké au moment où le marché doit se faire, c'est peut-être un autre, mais essayer de ramener une relation de confiance à la sous-traitance, parce que malheureusement, la sous-traitance aujourd'hui, le contractant principal ne sait pas toujours qui est le sous-traitant sur le chantier. Et si à Charleroi, on fait des progrès dans le centre hospitalier chrétien, c'est parce qu'ils savent que leurs collègues de Liège ont eu des problèmes, non pas avec des Roumains ou des Bulgares, mais avec des Égyptiens ou des Indiens, qui travaillaient là, on ne sait pas trop dans quelles conditions, dans le centre hospitalier chrétien de Liège. Et donc, avec un consortium italien. Donc, c'est quand même problématique. Alors, je dois être schématique, il me reste 3-4 minutes, et je vais aller... je veux dire, c'est un processus très long. Ça a pris 2 ans de travail, et ce ne fut pas facile d'obtenir certaines avancées. Et je le répète, ce n'est pas la 8e merveille du monde, mais on a essayé de faire avancer les choses dans une bonne direction. Maintenant, quand on a fait ça, cette directive, en fait, il reste encore 2 étapes fondamentales. La transposition dans les États membres, et c'est vrai que pour obtenir des compromis au niveau européen, tant au niveau du Parlement, mais encore plus quand on négocie avec les gouvernements, on laisse la faculté aux États membres de décider à géométrie variable. Si on prend l'exemple de la sous-traitance dont on a beaucoup parlé tout à l'heure, si en Belgique on paye le contractant principal qui reste responsable devant l'autorité, en France, la loi prévoit qu'on paye le sous-traitant, et en Italie, on ne veut pas être payé par par l'autorité, parce que l'autorité peut payer avec 2 ou 3 ans de retard dans certaines régions. Et donc, le sous-traitant préfère être payé par le contractant principal. Donc, on ne peut pas de Bruxelles vouloir bouleverser toute l'Europe entière, déjà que on dit dans tous les pays c'est la faute de Bruxelles, mais évidemment, on doit permettre une certaine souplesse au travers d'une directive compliquée, ce qui n'est pas le cas du règlement qui, lui, prévoit que le roaming est abaissé, voire annulé. Ça se fait sans transposition des lois nationales, c'est plus simple. Une directive compliquée veut dire qu'il y a géométrie variable. Mais la transposition est fondamentale. Et aujourd'hui, on est dans l'étape où on va essayer d'analyser ce qu'on a fait dans les 28 pays et voir qui l'a bien transposé, qui a transposé à moindre, je dirais, changement. Et ça, c'est évidemment un travail qui se fait maintenant. Et puis, il y a un troisième travail, une troisième étape fondamentale. Ce qu'on a fait, c'est une boîte à outils. Elle est là. On la ferme, on la laisse fermer, on l'ouvre. Si on la laisse fermer, elle ne servira à rien. Et je crois que la grande étape, c'est d'accompagner toutes les autorités adjudicatrices locales, et notamment les petites localités. Il y a une de mes voisines qui est ici, Madame Marnef, je ne la connais pas, mais elle est d'Ouffet. C'est une commune, elle n'ose pas lever le doigt peut-être, mais elle est, je ne la vois pas. Mais petite commune. Mais il faut transposer tout ça et le vivre dans les petites communes où c'est plus compliqué, où la main-d'œuvre et le staff n'est pas pléthorique. C'est par la formation. Changer nos modes d'attribution des marchés, le mode, je dirais, de pouvoir les attribuer en faisant droit à une plus grande qualité. Le meilleur rapport qualité-prix, le MIT, c'est Most Economical Advantageous Standard. On peut traduire ça par meilleur rapport qualité-prix. Je pense que c'est quelque chose qui ira dans la bonne direction, mais c'est plus compliqué à mettre en œuvre, et je le répète, surtout dans les plus petites communes. Et je pense que, voilà, j'ai pu résumer, je dirais, le propos, qui était d'essayer d'améliorer, évidemment, l'aspect droit social. Ça, c'était quelque chose qui me tenait plus à cœur, mais ça n'a pas été de facto comme cela, puisqu'il y avait quand même pas mal d'opposition. Et d'ailleurs, mon président de commission du marché intérieur, qui était aussi le shadow rapporteur du groupe ECR, conservateur et réformiste, qui était un conservateur britannique, pour qui j'ai beaucoup de respect parce que c'était un bosseur et en plus intelligent. Mais lui disait, Marc, ça n'a rien à faire ici, c'est du droit social, c'est les États membres. Et donc, il y a eu quand même beaucoup de résistance, mais bon, on est arrivé à essayer d'améliorer les choses. Merci de votre attention. Merci, monsieur le député, pour ce témoignage très, très éclairant et très riche en informations. Dus nu hebben we het grote genoegen om de heer Klaas Soens te verwelkomen. Meneer Soens, die kabinetsdirecteur van de staatssecretaris bestrijding sociale fraude is. Monsieur Soens, je voudrais vous demander quelles sont les grandes options qui ont été retenues par le législateur fédéral belge au moment de devoir transposer les textes, les directives européennes. Quelles sont
grands choix qui ont été posés au niveau du gouvernement et portés par le secrétaire d'État en particulier. Pour ce qui concerne la lutte contre le dumping social, comment est-ce que le législateur a tenté d'exploiter, si je comprends bien, le plus largement possible, les marges ouvertes par les nouveaux textes européens. Et parallèlement, peut-être une seconde question, parallèlement, quelles initiatives ont déjà été prises ou quelles initiatives sont en train d'être prises pour renforcer la coopération entre les services d'inspection sociale belges et les très nombreux services d'inspection sociale établis à l'étranger, les services d'inspection sociale des autres États membres. Est-ce que, par exemple, on envisage, ou on est déjà en train de mettre en œuvre, une base de données reprenant les entreprises adjudicataires les plus problématiques, celles qui, un nom était mentionné, qui reviennent dont le nom revient le plus souvent. Merci. Donc, bonjour. La directive européenne date de 2014. On a commencé avec ce gouvernement en fin 2014, donc c'était le moment que le débat sur la directive était actuel. On a commencé une table ronde avec la construction. Maintenant, on a conclu 8 accords avec 8 différents secteurs sur la fraude sociale, mais la construction, c'était le primeur. Et donc, mi-2015, on a conclu un accord, un plan pour la concurrence loyale dans la construction, que les intervenants ont mentionné aussi, avec 40 actions concrètes au niveau national, Benelux européen et tout ça. Et donc, il y avait 3 actions très concrètes. Il y avait le prix anormalement bas, qu'on a décidé que dans la transposition de la directive européenne avant 2016, qu'on doit régler quelque chose ou faire quelque chose sur les prix anormalement bas. On a fait ça, donc on a dit en premier lieu, s'il y a une violation du droit du travail, comme M. Tarabella a dit, qu'on peut dire le contrat est fini, qu'il n'y a pas de contrat de sous-traitance si les règles ne sont pas suivies. Si on donne travail aux illégaux, si on a d'autres infractions, le contrat se termine, donc il n'y a pas de sous-traitance. Mais pour les autres contrats, s'il y a une différence de 15% avec les offres moyennes, on commence une étude, une enquête de prix. Donc tout pouvoir public peut commencer une enquête publique. Et ça, c'est quelque chose concret, c'est un outil pour les autorités pour ne pas organiser le dumping social eux-mêmes. Parce qu'on peut constater en Belgique et autre part que le dumping social, c'est de temps en temps et c'est souvent organisé par nous-mêmes. C'est les autorités publiques qui sélectionnent sur le prix très bas. Le prix était très important dans le choix des choses. Et donc, on organise de temps en temps qu'ils travaillent avec des sous-traitants de l'Europe de l'Est et tout ça. Donc, il y a une responsabilité pour les autorités publiques. Deuxièmement, on a décidé de limiter la chaîne, de dire par spécialité, électricité, peinture et tout ça. On va éliminer la chaîne à 2 ou 3 entreprises. Ça, c'était quelque chose que moi-même, au cabinet, on pensait juridiquement, c'est pas facile, mais il y avait des précédents en Espagne, en Allemagne, on a vu. Ce système existe dans d'autres pays. On a inscrit ça dans la transposition et ça existe aujourd'hui. Pour des chantiers publics, pour des marchés publics, on limite la chaîne à 2 ou 3 par spécialisme. Et troisièmement, en Belgique, on a un système de reconnaissance d'entrepreneurs, CSPR Emploi, qui doit reconnaître les entreprises. Aussi, s'il vient d'autres pays européens, il faut une reconnaissance de SPR Économie. Et on a élargi ça aux sous-traitants. Donc aussi, les sous-traitants doivent faire ça. Et tout ce paquet, c'est M. Tomlin à l'époque, M. De Backer, mais aussi le Premier ministre qui est compétent pour la transposition de cette directive. Il faut dire comme il est. C'est le Premier ministre qui a pris l'initiative en concertation avec nous et en concertation avec les partenaires sociaux. Donc tous les textes sont discutés avec les partenaires sociaux pour arriver à un texte, à un accord. Et c'est d'application depuis le 1er juillet 2017, depuis l'été passé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? On a aussi créé un guide pour informer toutes les entreprises, tous les autorités publiques.
Il y a une charte pour les services fédéraux pour suivre vraiment ces nouveaux outils le plus beaucoup possible. Il y a le CIRS, le service d'inspection sociale, qui donne des informations d'information et sensibilisation à tout le monde qui est intéressé, et ça a beaucoup d'intérêt et de succès parce qu'il y a beaucoup de questions. Et je vois aussi qu'il y a un circulaire wallon et tout ça. Donc maintenant, le moment c'est arrivé que toutes les autorités doivent appliquer cette législation. Et donc, on a aussi prévoyé une charte type pour les communes. Et on demande aux communes de conclure des chartes sur le dumping social. C'est à chaque commune de le faire ou pas. Mais donc maintenant, il y a une grande tâche pour toutes les autorités publiques au niveau fédéral, au niveau des régions, au niveau des communes, d'exécuter ces nouveaux outils que M. Tarabella a dit aussi. Qu'est-ce qu'on fait au niveau des inspections sociales? Ce n'est pas le cas aujourd'hui qu'il y a une liste noire des entreprises avec des fraudes sociales et tout ça. Il y a des idées, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ce qu'on fait, c'est, oui, pour le droit belge, pour les salaires, c'est les inspections belges qui sont compétentes, donc on fait des contrôles, c'est une priorité pour les inspections belges. Et pour la sécurité sociale, c'est encore les autres pays qui sont compétents pour les inspections, et là, on conclut des accords bilatéraux avec d'autres pays. On a conclu un accord avec le Portugal, avec la Slovaquie, la semaine prochaine peut-être avec la Pologne, pour échanger des données. Par exemple, les boîtes aux lettres slovaques dans le transport. Dans l'accord avec la Slovaquie, on demande que les inspections répondent aux questions belges dans le mois après la question. Donc là, je constate, et on constate qu'il y a une urgence de plus en plus aussi dans les autres pays, les pays de l'Est, qu'ils savent que s'ils ne changent pas leur comportement, qu'on va mettre en question le détachement par principe, et ça, ce n'est pas quoi qu'ils visent. Donc aussi avec l'accord maintenant de fin octobre sur le détachement, le package mobilité de TSN, les pays de l'Est ont accepté de limiter par exemple à 12 mois le détachement et des choses comme ça. Donc petit à petit, ils évoluent, les esprits là-bas aussi, mais donc l'échange des données, c'est très important, et aussi l'application des lois, c'est très important. On a constaté en Belgique qu'on est innovateur. Par exemple, on a 4 responsabilités solidaires. Les étudiants vont le savoir des cours. Il y a 4 responsabilités solidaires en Belgique. Il y a beaucoup de lois pour attaquer, mais maintenant, c'est le moment de contrôler et d'appliquer toutes ces choses. Ça, c'est la priorité principale. Voilà, comme introduction, quelque chose d'information. Merci beaucoup, monsieur le directeur de cabinet. Merci pour cet aperçu concis et très riche à la fois. Je passe à présent la parole, donc non pas à Madame Maric, mais à Monsieur Goffard, du service public de Wallonie, administration régionale, à qui j'aimerais donc adresser deux questions. La première est la suivante: quelles relations sont développées, sont en train d'être mises en place entre les pouvoirs adjudicateurs régionaux et locaux, surtout du côté du pays où vous êtes, les pouvoirs adjudicateurs régionaux et locaux d'une part, et les services d'inspection sociale d'autre part, en matière de lutte contre le dumping social dans le cadre des marchés publics, à travers l'outil de la commande publique. Est-ce que des flux d'informations, des protocoles d'accord sont mis en place? Quelles informations circulent? Première question. Et deuxième question, est-ce que des initiatives concrètes, la réforme est entrée en vigueur récemment, est-ce que des initiatives concrètes ont déjà été prises par le SPOE, puisque c'est l'administration que vous représentez, en vue de développer, de centraliser l'expertise pertinente, de manière à pouvoir offrir un soutien aux pouvoirs locaux? Je pense en particulier aux petites communes, à Oufeil notamment, c'était bien ça, les petits pouvoirs locaux, les communes rurales de petite taille. Comment est-ce que ces communes peuvent s'équiper? Comment est-ce qu'elles sont aidées pour respecter de manière effective les obligations légales et réglementaires qui leur sont imposées? On a vu que ces obligations sont nouvelles, sont nombreuses, elles sont aussi complexes. Quels outils sont mis à la disposition des communes pour qu'elles puissent s'acquitter effectivement de leurs nouvelles tâches? Merci.
Merci, bonjour à tous. Bon, tout d'abord, je vous demande d'excuser Sylvie Maric. Je sais qu'elle aurait vraiment voulu être là aujourd'hui puisque c'est un sujet qui lui tient beaucoup à cœur. Donc c'est que vraiment ça devrait être un gros impondérable qu'elle n'a pas pu refuser. Donc pour répondre à votre première question concernant les liens avec l'inspection sociale et les pouvoirs adjudicateurs, eh bien, il y a des choses qui ont été faites en Wallonie. Donc il y a deux choses, principalement un protocole de collaboration qui a été signé entre le CIRS, donc le service d'inspection, enfin d'information et de recherche sociale, exactement, merci, et le gouvernement wallon qui est en vigueur depuis le 1er novembre 2016. Alors cet accord de collaboration, enfin ce protocole de collaboration prévoit en fait un renforcement de la communication et de la collaboration entre les services publics wallons et les services d'inspection sociale. Alors il y a comme mesure notamment de part et d'autre la désignation d'un point de contact unique au sein du service public de Wallonie et au sein du CIRS. Il y a du côté du service public de Wallonie une transmission trimestrielle de tous les marchés publics de plus de 31 000 € dans les secteurs sensibles. Donc on avait évoqué effectivement le secteur de la construction, mais il y a aussi le secteur du nettoyage. Donc tous ces marchés sont transmis afin que l'inspection sociale sache où sont les marchés publics dans des secteurs sensibles en Wallonie. Donc il y a également une information qui est transmise, qui est remontée par les pouvoirs adjudicateurs au niveau des suspicions dans les fraudes, de fraude dans les marchés. Donc quand il y a une suspicion de fraude, c'est transmis à l'inspection sociale. Et alors il y a également la possibilité, grâce à ce protocole, de demander des contrôles ciblés pour certains marchés spécifiques. Et de son côté, le CIRS, quant à lui, transmet au service public de Wallonie les résultats des enquêtes fédérales qui sont menées, afin que les mesures puissent être prises le cas échéant. Alors il y a également des informations sur les mécanismes de fraude qui sont développés par les entreprises, afin que les pouvoirs adjudicateurs puissent plus facilement les identifier. Et alors il y a des formations qui sont organisées pour le personnel, les fonctionnaires dirigeants notamment. Donc il y a déjà eu au niveau de l'exécution, donc ça fait un peu plus d'1 an que c'est en vigueur, mais quelques formations qui ont été dispensées et des marchés qui ont été transmis. Donc voilà, pour les résultats, je pense que c'est encore un peu tôt pour les évaluer. Alors autre chose, c'est toujours sur l'inspection sociale, c'est une circulaire qui a été adoptée le 1er juillet 2017 qui vise en fait à définir les rôles des fonctionnaires dirigeants et de l'inspection sociale afin que vraiment les rôles soient clairement établis. Alors il y a un processus de communication qui est renforcé entre les acteurs. Et alors il y a un outil de surveillance qui a été développé à destination des pouvoirs adjudicateurs. Ça consiste en une checklist de 10 indices de suspicion de fraude qui peuvent donc aider les pouvoirs adjudicateurs à déceler la fraude dans les marchés publics et alors la faire remonter à l'inspection sociale. Donc voilà, il y a des choses qui ont été faites à ce niveau-là et on avait dit effectivement que le contrôle social c'était un volet essentiel de la lutte contre le dumping social et donc une meilleure communication était en effet indispensable. Alors ensuite, maintenant, au niveau de ce qui est fait pour centraliser l'information et l'expertise, notamment pour les pouvoirs locaux, eh bien, là aussi, il y a des initiatives qui ont été prises. Depuis 2016, en fait, donc, il y a une plateforme qui s'était réunie et qui a fait remonter toutes les initiatives qui étaient multiples au niveau local pour les condenser dans un outil de lutte contre le dumping social dans le cadre des marchés publics. Alors le but de cet outil, c'était vraiment d'avoir des outils qui soient uniformisés au niveau juridique, juridiquement validés, et en plus que ce ne soit pas une charge de travail excessive à la fois pour les pouvoirs adjudicateurs et à la fois pour les entreprises adjudicataires, parce que on n'allait pas demander 10 000 fois le même document, c'est un peu inutile. Donc voilà, et donc dans ce guide, les principaux leviers de lutte contre le dumping social dans les marchés publics sont utilisés en fait. Donc on en a cité plein aujourd'hui. Donc ce guide en fait est divisé en 3 parties. Il y a tout d'abord des clauses à intégrer dans le cahier des charges. Donc ces clauses, très brièvement, elles concernent l'encadrement de la sous-traitance et la limitation de la sous-traitance. Donc ça, petit cocorico, en fait, le guide avait un peu anticipé la législation, la nouvelle législation marché public. Donc il a été évidemment mis à jour en fonction, parce que ce n'était pas exactement les mêmes seuils qui étaient prévus, mais c'était déjà prévu dans le guide d'encadrer la sous-traitance, de demander à ce que les sous-traitants soient connus. En cas de sous-traitant qui n'est pas prévu sur le chantier, de le communiquer au pouvoir adjudicateur.
le pouvoir adjudicateur doit évidemment donner son aval et avoir la possibilité de vérifier les conditions, enfin les motifs d'exclusion et les critères de sélection qualitative pour les sous-traitants également. Alors il y a également des exigences en matière de langue qui ont été prévues dans ces clauses. Alors là, bon, on est très loin de la clause Molière, rassurez-vous, qui a fait beaucoup parler d'elle en France, puisque là, c'est vraiment des exigences afin de garantir la sécurité et la bonne exécution du marché, et on demande que ce soit les postes d'encadrement qui puissent, et les interlocuteurs du pouvoir adjudicateur, qui puissent s'exprimer en français, simplement pour que voilà, les informations circulent et également les instructions en matière de sécurité. Voilà, on a également interdit dans ces clauses le logement des travailleurs sur le chantier, donc ça c'est une prérogative des pouvoirs adjudicateurs en tant que propriétaires parfois des terrains. Et donc là ça vise vraiment à garantir des conditions de logement décentes pour les travailleurs, puisqu'il était constaté que parfois ils étaient entassés dans des conteneurs sur les chantiers. Ben voilà, on exige également des preuves en matière de légalité des détachements. On a parlé des formulaires, des documents Limosa et A1. Ceux-ci sont réclamés dans le cadre des marchés publics en Wallonie quand ces clauses sont intégrées. Et voilà. Et également, on a érigé en infraction contractuelle certains manquements aux législations sociales et du travail. Donc ça aussi, on avait un peu devancé la législation petit cocorico. Donc là, ça a été évidemment mis à jour également en fonction de la nouvelle législation marché public. Donc ça, c'était un volet. Il y a deux autres outils qui sont indissociables de ces clauses à intégrer dans les cahiers des charges. C'est un acte d'engagement des pouvoirs adjudicateurs et une déclaration des entrepreneurs pour lutter contre le dumping social. Alors, l'acte d'engagement des pouvoirs adjudicateurs, c'est également une checklist de tout ce que le pouvoir adjudicateur s'engage à effectuer comme contrôle dans le cadre de son marché public. Donc, on a parlé, enfin voilà, je vais pas les citer, mais donc ça permet vraiment, d'une part, d'annoncer la couleur pour les entreprises et aussi au pouvoir adjudicateur de savoir ce qu'il est important de vérifier. Et alors au niveau de la déclaration des entreprises, là c'est vraiment simplement en fait un rappel des législations. Donc c'est uniquement pour le secteur de la construction dans le cadre de la commission paritaire 124. On a en fait épluché toutes les conventions collectives de travail et toutes les réglementations qui étaient pénalement sanctionnables et applicables aux entreprises. Et donc, je ne vais pas entrer dans les détails au niveau de la directive détachement, mais donc qui sont également applicables aux travailleurs étrangers. Et donc c'est un simple rappel, et alors on demande aux entreprises, mais aussi à tous les sous-traitants, de signer cette déclaration des entrepreneurs. Donc c'est d'une part un rappel, nul n'est censé ignorer la loi, mais c'est toujours utile de le rappeler quand même. Et en plus c'est un engagement moral de respecter la législation. Donc ce sont vraiment trois outils qui sont indissociables. La charte est demandée par les pouvoirs adjudicateurs via les clauses et les vérifications qui sont faites par les pouvoirs adjudicateurs sont également annoncées dans les cahiers des charges. Alors je ne sais pas si j'ai encore un peu de temps pour parler des futurs développements. Encore une minute. Alors très rapidement, donc on a évoqué effectivement d'autres leviers qui pouvaient être utilisés dans le cadre des marchés publics, dans le cadre de la lutte contre le dumping social. Les prix anormalement bas est un volet important, et donc là il y a un guide qui est en cours de développement également au sein du service public de Wallonie. On essaye aussi de travailler sur des critères d'attribution, des clauses environnementales en critères d'attribution qui peuvent être utilisés dans les plus gros marchés là. Et donc là ça vise aussi à simplifier le travail des pouvoirs adjudicateurs et des entreprises, puisque la réflexion qu'on a quand on veut intégrer des critères d'attribution, c'est que c'est une charge de travail considérable en plus. Donc le but c'est vraiment aussi de faciliter le travail de chacun. Et alors il y a des formations concernant le dumping social et également les clauses sociales, donc c'est un volet un peu différent, qui sont prévus, qui seront organisés à partir de 2018, à destination de tous les pouvoirs adjudicateurs, aussi bien régionaux que locaux. Et voilà. Et alors le guide qui doit encore être la nouvelle version du guide avec la mise à jour de la nouvelle législation qui va être prochainement adoptée par le gouvernement et qui sera publiée incessamment sous peu. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Goffard, et merci tout particulièrement d'avoir accepté de reprendre le rôle de Madame Maric au pied levé ce matin, si j'ai bien compris. Nous avons entendu des représentants du monde politique, européen et puis belge, un représentant d'une administration. Je me tourne maintenant vers les partenaires sociaux, vers les représentants
des organisations de travailleurs et d'employeurs du secteur, plus particulièrement de la construction et du bâtiment. Et je voudrais à tous les trois adresser les mêmes questions, deux questions assez simples. La première, mais assez rapidement, est la suivante. Vous êtes plus proche du terrain. Quels sont les problèmes les plus souvent observés? Quelles sont les infractions les plus fréquentes, aussi bien au stade de l'attribution des marchés publics qu'au stade de l'exécution des marchés publics? Première question, mais rapide, parce que c'est une problématique qu'on connaît et qui a déjà en tout cas été un peu évoquée ce matin, dans la première moitié de l'après-midi. Deuxième question, peut-être plus importante, pour laquelle je vous invite à prendre plus de temps. Est-ce que les nouvelles mesures qui ont été tout récemment adoptées, ou en tout cas qui sont tout récemment entrées en vigueur au niveau européen puis au niveau belge, est-ce que ces nouvelles mesures vous paraissent à la hauteur des enjeux? Est-ce qu'elles vous paraissent appropriées et suffisantes pour répondre à ces différentes difficultés, aux différents problèmes qui vous sont souvent rapportés sur le terrain? Voilà, nous avons trois intervenants. C'est la concertation sociale, donc je propose que vous voyez entre vous qui veut intervenir en premier. Nous avons un représentant patronal pris en sandwich entre deux représentants syndicaux. Ouais. Peut-être peut-on avoir un représentant syndical, et puis patronal, et puis à nouveau syndical, comme vous voulez. Qui commence? Oui, Monsieur Deprez, FGTB. Voilà. Donc bonjour à toutes et à tous. Et avant toute chose, permettez-moi quand même, au nom de la FGTB, du secrétaire général et de l'ensemble de ce service, de vous remercier, l'ULB, les organisateurs de cette conférence, de nous avoir invités aujourd'hui à vous faire part, en fait, de la réalité quotidienne désastreuse que nos délégués, que nos militants rencontrent quotidiennement sur le terrain lorsque l'on parle des pratiques de dumping social, et notamment dans le cadre de la passation ou de l'exécution, des marchés publics. J'articulerai mon propos autour de pour répondre à vos questions, trois grands éléments. D'abord, une première perspective critique ou le positionnement syndical par rapport aux récentes évolutions législatives sur le package de la législation marché public, les différents arrêtés royaux et la législation. Est-ce que, avec ces nouvelles évolutions, on va pouvoir efficacement lutter contre les pratiques de dumping social? Est-ce qu'on peut assurément dire aujourd'hui que demain, plus un denier public ne financera ces pratiques d'injustice sociale et de dumping social? Deuxième élément, quelques alternatives ou quelques propositions complémentaires. On est ici au sein d'une université, je pense qu'il faut avoir une perspective à long terme, et il y a, selon moi, et dans une perspective comparative avec ce qui se fait dans d'autres pays de l'Union européenne, des éléments qui pourraient, avec un peu d'ambition, avec une volonté politique, qui pourraient être rapidement mis en œuvre afin d'améliorer la situation de la lutte contre les pratiques de dumping social dans le cadre des marchés publics. Et le dernier élément, c'est un peu relever l'ambiguïté qui est aujourd'hui le cas du gouvernement fédéral. Parce que d'un côté, on nous dit on a lutté contre les pratiques de dumping social dans le cadre des marchés publics, hurrah, mais de l'autre côté, on s'est engagé à prendre une série de réformes sur le plan social, sur le plan du droit du travail au niveau européen. Et là, on peut se demander si les efforts du gouvernement fédéral, mais également des acteurs au niveau européen et régionaux, sont à la hauteur des ambitions. Mais avant toute chose, on parle souvent de dumping social. J'aimerais quand même revenir un instant sur ce terme de dumping social pour vous donner la vision qu'on en a au sein de la FGTB. Pensons par exemple aux centaines de travailleurs belges aujourd'hui du secteur de la construction. Je parle même de milliers. On a plus de 25 000 emplois perdus en à peine 5 ans, pères et mères de famille, qui du jour au lendemain sont injustement soit mis au chômage, soit mis en situation de chômage économique. Pensons également à ces travailleurs détachés, migrants, qui ont parcouru des centaines de kilomètres pour arriver ici en Belgique, pour trouver un mode de vie de meilleure qualité, et qui, lorsqu'ils arrivent sur un chantier, mettons de construction ou dans une entreprise de transport, parce que c'était récemment dans l'actualité, travaillent à des cadences inhumaines de 12, 13, 14 heures par jour pour des salaires de 2 à 3 euros de l'heure. Pour nous, c'est des situations d'injustice sociale que l'on pensait totalement révolues, que l'on pensait d'un autre temps, et on voit l'ombre des négriers de la construction ressurgir aujourd'hui en Belgique. Pour nous, ces situations-là, qui sont quotidiennes sur le terrain, sont totalement inacceptables. Et une des manières de lutter contre ces situations d'injustice sociale, c'est notamment au travers de la commande publique. Et les marchés publics, c'est bien là une thématique où l'État peut mener une politique sociale, une politique économique volontariste, peut
peut changer les choses. On l'a rappelé, au niveau européen, 16% du PIB, c'est du marché public. Au niveau belge, c'est près de 10%. Donc c'était quand même pas rien. Et c'est vraiment à cette aune-là qu'il faut évaluer l'évolution du cadre législatif. On l'a dit, une série d'avancées positives ont été engrangées sous ce gouvernement. On peut saluer également l'attitude volontariste des différents secrétaires d'État et également la concertation qu'il y a lieu avec les acteurs de terrain, avec les organisations patronales, avec les organisations syndicales pour définir ce nouveau corpus législatif. Seulement, des choix politiques importants ont été posés préalablement dans la législation. J'en prendrai qu'un seul. On parle d'une offre économiquement la plus avantageuse, mais elle peut se baser sur le seul et unique critère du prix. Et c'est justement ce choix politique qui fait qu'aujourd'hui, on va renforcer les pratiques de dumping social plutôt que de lutter contre. Deuxième élément, est-ce qu'on aurait pu aller plus loin? Est-ce que c'était suffisant pour lutter contre le dumping social? Je ne le pense pas. Premièrement, rappeler pour les praticiens des marchés publics qu'on a supprimé, dans le cadre de l'arrêté royal d'exécution, le journal des travaux, qui était un outil efficace et relativement utilisé dans la partie sud du pays. En ce qui concerne les contrôles a priori et a posteriori, on a voulu rapprocher les administrations, le pouvoir adjudicateur et les services d'inspection. On peut se dire qu'il y a quand même d'autres possibilités qui auraient dû être mises en œuvre. On parle notamment du développement d'une application. Ça n'a pas été offert, ça n'a pas été expliqué au pouvoir adjudicateur. On n'a pas non plus mis en place un mécanisme de coopération qui permettrait d'avoir accès notamment aux bandes de données de la DIRAM pour les sanctions de niveau 1 au niveau 2, qui permettrait par exemple d'allumer les warnings du pouvoir adjudicateur pour dire oui, effectivement, cet employeur-là, il pourrait potentiellement être véreux et il pratiquer du dumping social. Dans d'autres pays, je prends la Hollande, c'est pas loin quand même, je pense que monsieur le secrétaire d'État avait aussi signé des protocoles d'accord avec le Benelux. En Hollande, ils ont créé un label entreprise sans dumping social, avec un certain nombre de critères permettant de définir si cette entreprise pratique ou non du dumping social et de donner davantage de points dans l'attribution des marchés. En Belgique, on a pris le choix de ne pas le faire. Le blacklisting, ça existe quand même également dans d'autres pays, notamment en Angleterre. À nouveau, on ne l'a pas fait. L'Observatoire fédéral des marchés publics. On l'a rappelé tout à l'heure dans une des interventions, ça existe à Bruxelles, c'est en cours de développement et d'approfondissement. Je pense que notamment un observatoire fédéral des marchés publics qui permet d'avoir une visibilité sur l'ensemble de la commande publique et marché, qui permet de jouer un rôle important dans la détection des offres anormalement basses, ne sont pas faites. J'entends aujourd'hui, en 2016, qu'on a conclu un accord de coopération entre un service d'inspection fédéral et un service d'inspection régional ou les services des marchés publics régionaux. Enfin, on est en 2016, le mal a été fait. 25 000 emplois ont été perdus. Et il était quand même temps de se réveiller. Dernier élément, je vous ai dit une certaine ambiguïté. Lutter contre le dumping social, ça ne passe pas, et là-dessus, il y a plusieurs intervenants qui ont abondé dans ce sens ce matin, ça ne passe pas uniquement par la révision de la législation entourant les marchés publics. Et là-dessus, le gouvernement tient quand même une position assez ambiguë, parce qu'il affiche clairement dans sa déclaration de politique générale vouloir lutter contre les pratiques de dumping social. Il en fait un de ses chevals de bataille. Rappelons quand même que la Belgique, c'est le 3e pays en Europe le plus touché par le phénomène du détachement, que ça représente 3,5% du niveau total d'emploi, alors qu'on nous renseigne souvent les 1% au niveau européen en faisant croire que c'est un problème marginal, et que dans le seul secteur de la construction, aujourd'hui, une personne sur 4 employés sur des chantiers est un travailleur détaché. Légalement ou illégalement, il n'en demeure pas moins qu'une personne sur 4 aujourd'hui employée dans le secteur de la construction est une personne détachée. Et là-dessus, on aurait espéré avoir de l'ambition, notamment dans le cadre de la transposition de la directive d'exécution en matière de détachement. C'est une perspective extrêmement minimaliste qui a été prise par le gouvernement, puisque vous avez un mécanisme de responsabilité solidaire qui est totalement vidé de sa substance. Il n'était pas déjà très efficace puisqu'il ne valait que pour le futur, mais en plus, ici, on a prévu un mécanisme de due diligence qui permet à l'entreprise générale de faire simplement une notification à son sous-traitant en indiquant qu'il doit aller vérifier sur les sites du SPF Emploi l'ensemble de la législation applicable, et alors, hop, il s'est débarrassé de sa responsabilité. Je trouve qu'on aurait pu attendre un peu plus. Au niveau européen, à nouveau, il y a eu des engagements qui ont été pris au niveau sectoriel, également au niveau interprofessionnel.
Et là, je vois que la voix de la Belgique est de moins en moins importante ou prenante. On a une révision de la directive détachement, j'entends bien qu'on a limité à 12 mois, mais qui ne va pas changer fondamentalement les pratiques de dumping social sur le terrain. On parle d'un mobility package, mais qui n'en est pas un, puisque la révision du règlement 883 ou 987 en matière de coordination des systèmes de sécurité sociale, qui est vraiment le cœur du dumping social légalisé, ne va pas faire l'objet d'une grande évolution. Et la Belgique n'a pas défendu de positions quand même importantes sur lesquelles elle était à la pointe auparavant, notamment la requalification du A1 en cas de présomption d'illégalité ou de non-conformité. C'est quand même un élément fondamental. Et vous avez pire, un encouragement aujourd'hui au niveau européen de la légalisation des pratiques de dumping social. Parce qu'il y a une proposition de la Commission européenne qui vise à accentuer le phénomène de faux indépendants détachés en obtenant une carte européenne de services. Aujourd'hui, on a une rapporteure belge au sein du Parlement européen en commission IMCO qui défend bec et ongle ce projet, alors que l'ensemble des acteurs de terrain, partenaires sociaux, de la construction, du nettoyage, des assurances, des banques, demandent de rejeter, unanimement, demandent de rejeter ce texte. Et vous avez aujourd'hui la chance d'avoir une rapportrice belge, directrice de la... présidente de la commission IMCO, qui défend bec et ongle ce projet et qui refuse des amendements de rejet. Je pense qu'ici, au niveau politique belge, il y a sans doute quelque chose de mieux à faire. Et donc notre appel ici, c'est vraiment d'être cohérent, de dépasser nos clivages politiques. Et aujourd'hui, on lançait une campagne Ensemble pour le changement. On est convaincu qu'ensemble, force vive, organisation patronale, organisation syndicale et politique, on peut changer les choses. Il faut juste avoir un peu d'ambition politique. Merci. Merci, Monsieur Deprez. Je proposerai, après avoir achevé le tour de table, au directeur de cabinet du secrétaire d'État de réagir rapidement sur certains points, s'il le souhaite, pour poursuivre la discussion. Mais je passe maintenant d'abord la parole à Monsieur Stiénon, service d'études de la Confédération Construction, pour son éclairage sur les deux questions que je me suis permis de suggérer. Donc l'éclairage au niveau, j'ai tout d'abord commencé par la phrase d'introduction, comme on dit, c'est-à-dire en clair, excusez mon chef, qui n'a pas pu venir. Vous l'auriez vu hier, il était incapable de tenir un quelconque micro pour vous parler. Il était à faune. Bien dommage, parce que lui a une vision beaucoup plus globale que la mienne de toute cette problématique du dumping social. Moi, je ne suis pas un spécialiste de la réglementation des marchés publics, donc je vais devoir un petit peu tergiverser. Je suis plus un spécialiste du droit social et j'ai envie de faire un peu d'histoire. Une matière qui était très mauvaise, j'étais très mauvais à l'époque. Si je remonte une vingtaine d'années en arrière, on avait quoi comme phénomène ? Eh bien, nous avions la grande époque des négriers, de la construction, phénomène belgo-belge. Il n'était plus possible à une entreprise de construction qui voulait travailler de remporter un marché public sans faire appel à des pourvoyeurs de main-d'œuvre. Phénomène belgo-belge à l'époque. On a pris à l'époque les mesures qu'il fallait, on a réussi à enrayer le phénomène à peu près convenablement. Seul fichu problème, c'est que à l'époque, quand on a regardé ça, on a examiné aussi au niveau européen la libre circulation des travailleurs, le coût de la main-d'œuvre, construction, dans les pays voisins. Et on s'est rendu compte que c'était à peu près la même chose. Donc il n'y avait pas de véritable distorsion de prix au niveau de la main-d'œuvre. Donc on se retrouvait avec un système, les Français, les Hollandais, etc., à l'époque, étaient très proches de nos coûts. Les évolutions ont fait que ce n'est plus tout à fait le cas. Si maintenant je vois où on en est, les distorsions de coûts, ce n'est pas par rapport à nos pays proches, par rapport à nos pays voisins. Il faut aller un peu plus loin. C'est l'Espagne, c'est le Portugal, c'est la Pologne, c'est la Roumanie, c'est la Bulgarie. On a fait toute une étude, c'est une des mesures d'ailleurs dans le cadre du plan pour la lutte pour une concurrence loyale, un observatoire des prix, une manière de voir quel est le prix normal, que coûte normalement la main-d'œuvre détachée en Belgique lorsqu'on respecte les règles. Et on a vu que... Donc ça, j'en parlerai après. Les infractions qu'on rencontre, et ce n'est pas simplement dans le cadre des marchés publics, ça vaut pour tous les marchés, autant privés que publics, vous avez des boîtes aux lettres. On en a parlé. Vous avez
des opérateurs de mise à disposition. On nous a dit en Belgique, ah ben attention, la loi de 87, mise à disposition de personnel, travail intermédiaire, c'est une disposition d'ordre public. Il faut avoir un agrément. Ça veut dire en clair avoir montré qu'on respectait un certain nombre de règles en Belgique, dont notamment les rémunérations belges. Et moi, je suis confronté à des bureaux de mise à disposition, des bureaux d'intérim établis à l'étranger, qui ont parfaitement pris la peine de se faire agréer en Belgique, qui ont été en mesure de démontrer que c'était parfaitement possible de respecter les salaires belges. Et évidemment, j'en ai aussi toute une série qui ne respectent pas les règles, consciemment ou inconsciemment. Ça vient chez moi. Réaction que j'ai, c'est de les mettre en demeure et de leur dire, oui, réaction de juriste. Veuillez respecter la réglementation, s'il vous plaît. Et alors là, j'ai les réactions de certains bureaux qui se mettent en ordre, parce qu'elles n'avaient pas du tout l'intention de frauder, de bureaux qui disent « Ah ben c'est comme ça, moi je ne viens plus en Belgique ». OK. Et d'autres bureaux qui se foutent complètement de ce qu'on leur dit. Et ceux-là, ça ne chipote pas, ça vous fait des constructions juridiques. On vous met une société en Grande-Bretagne, boîte aux lettres, on change de nom tous les 3 mois. On vous envoie des gens depuis la Pologne, et puis on est subitement un intermédiaire entre différentes entreprises de différents pays. Et puis là, j'ai vu très récemment, je l'ai eu en main il y a quelques jours et on l'utilise dans une procédure en cessation dont je vous parlerai, bureau d'intérim roumain, je ne vais pas le citer, un contrat en roumain, bien sûr, avec 2 travailleurs roumains, un utilisateur belge, qui s'est dit lui-même, moi si je ne le fais pas, je ne sais plus avoir de marché. J'ai combien d'entreprises qui tous les jours me téléphonent en me disant, Monsieur Stienon, j'ai encore mis mes hommes en chômage économique, je n'ai pas de travail, je viens de remettre prix, je suis trop haut, je ne sais pas. Et là, ici récemment, cette dame, depuis quelques mois, j'ai plus de travail, j'ai dû licencier. Ça, c'est la réalité quotidienne de mes petites entreprises. Et ces bureaux d'intérim, vous regardez le contrat, pour mise à disposition d'un utilisateur belge, en monnaie roumaine, un peu moins de 2000. Vous regardez la valeur de la monnaie roumaine, 0,25 €. Rémunération mensuelle, donc ça veut dire 550 € par mois. Et puis, pour embrouiller tout le monde, on met une annexe, et là on met 1990 €. Si vous prenez ça en brut, que vous regardez par rapport à ce qu'il faut faire comme calcul au niveau du coût de la main-d'œuvre, ils sont quand même en dessous du minimum salarial. Et alors on vient vous dire dans la procédure en cessation, ils sont très forts, mais c'est du net. Voilà ce que pour le moment on vit. Ça c'est les bureaux de mise à disposition. On a bien évidemment les réseaux de pourvoyeurs de main-d'œuvre. On a très extraordinaire aussi les sociétés avec des associés actifs qui ont une part. Il y en a un qui en a 99, et les 50 autres associés actifs, ils ont une part. C'est classique. Ou vous avez aussi, absolument extraordinaire, statut social du travailleur indépendant. L'aidant d'un indépendant, il ne faut pas un lien de famille. Vous avez des indépendants, personnes physiques, qui sont aidés, ça il faut le faire, par 25 personnes. Oui, c'est là la réalité concrète sur le terrain. Et là vous vous dites, oh, moi j'ai un problème avec ça, ça ne va plus. C'est ce qu'on vit. Les rémunérations, on a beau leur expliquer, vous savez, il y a le salaire horaire, mais il y a le pécule de vacances. Il y a ce qu'on appelle la prime de fin d'année, le 13e mois. C'est un élément qui, chez nous, passe via, il est prélevé via l'ONSS. C'est ce qu'on a appelé chez nous en construction le timbre fidélité. On est en train de mettre au point un système de base de données où on va pouvoir, nous, partenaires sociaux, quand on constate qu'un entrepreneur non belge vient en détachement, il doit s'affilier à l'OPOC. Il doit déclarer, s'il a un système équivalent dans son pays, un système équivalent de prime de fin d'année, pas de problème, on ne va rien lui demander. Mais ce n'est pas à lui de décider lui-même s'il a un système équivalent. C'est nous qui pouvons dire, oui, ok, c'est correct, c'est équivalent, ça ne l'est pas. Vous êtes redevable ou non de cotisation pour le timbre fidélité, qui est un élément de la rémunération du travailleur. Et ainsi de suite. Donc ça, on a fait ces calculs. Et quand vous voyez les résultats, on a mis l'instrument à disposition. Ça n'a pas été évident du tout. Ça a été un travail commun avec nos collègues syndicaux, avec l'inspection, via l'échange d'informations
le système IMI, on a posé des questions aux différents pays pour essayer de corréler les informations qu'on avait trouvées, parce que le nœud du problème, il est là. Tout simple. On vous dit, pour assurer la libre prestation des services, oui, vous devez respecter le noyau dur au niveau des rémunérations, vous devez respecter les rémunérations dans le pays où vous allez travailler. Oui, il faut tenir compte de la qualification et ainsi de suite. Tout ça, c'est très bien. Mais vous avez le deuxième élément, c'est le règlement européen sur la sécurité sociale qui dit, pour éviter les difficultés, pour éviter les formalités, ben on continue de payer la sécurité sociale dans le pays d'origine. Quand on prend la vieille Europe, ça nous fait il n'y a pas de grosse disparité. Vous prenez les autres pays, ben, ils vous font des systèmes où vous avez des cotisations plafonnées. On ne cotise pas pour toutes les branches de la sécurité sociale comme chez nous. Ce n'est que pour certaines branches. En plus, vous en avez même qui sont passés maîtres dans le système pour dire « Ah, mais quand vous allez à l'étranger, que vous allez en détachement, oui, mais vous allez quand même continuer de payer les cotisations sur le salaire plafonné qui sert de base de calcul dans le pays d'origine. Vous n'allez quand même pas le calculer sur ce que vous payez dans un autre pays. Hein. Allez, ça ne va pas, quoi. » Donc vous voyez un peu les raisonnements qui sont tenus par certains des pays de la Nouvelle Europe, qui sont des raisonnements qui, évidemment, ne nous satisfont pas du tout. Du tout. Et je passe à la deuxième partie. J'avais prévu, mais bon, je passe directement à la deuxième partie, parce que sinon je me fais taper sur les doigts. Je le sais très bien. Mais pour nous, les modifications qu'on nous a présentées au niveau social, au niveau des réglementations, ben, je vais vous dire en un mot ce que j'ai entendu de la bouche de certains, c'est un peu trop cosmétique. Ça ne nous satisfait évidemment pas. Parce que si on dit, OK, c'est très bien, pour le moment, le niveau de vie dans les pays de l'Est, ben, il est loin d'être au niveau de nos standards. Ce qui fait que les travailleurs là-bas se contentent d'un salaire moindre, plus élevé que ce qu'ils ont là-bas pour venir ici. Et en même temps, chez nous, on a perdu 20-25 000 travailleurs. Et on a aussi un phénomène qu'on a constaté depuis quelques années. Avant, vous aviez l'activité de la construction, ça faisait ça. Vous aviez la courbe de l'emploi, elle suivait. Et puis 2008-2009, on peut dire, oh, c'est la crise des subprimes. Hein? Non. Mais là, on a eu ce qu'on a appelé, ben, la courbe d'activité, elle a continué, elle monte encore. Et la courbe de l'emploi salarié, elle fait le contraire. Et on a baptisé ce graphique-là chez nous, la trompette. Et par contre, vous regardez le niveau des indépendants, à eux, ça continue de monter. Les détachés, à eux, ça continue de monter. Parce que si je prends quelques chiffres, allez, déclaration Limousin en construction, 2016, nous sommes à 420 000 déclarations, alors qu'en 2007, prenons les chiffres, on était à 49 000. Pour un banquier, ce sera un très bon rendement. On est, si vous prenez par tête de pipe, par individu, on est à 120 000 travailleurs détachés, que ce soit des salariés ou des indépendants. Si vous convertissez ça en équivalent temps plein, vous êtes à 45 000 personnes. Comme il a dit, 1 sur 4. Avec le fait que les entreprises, ben, leur réaction, c'est il faut bien que je puisse continuer de vivre, on doit manger, mes travailleurs aussi, mais pour ça, il faut que j'ai du travail, il faut que j'ai des marchés, d'où l'importance de responsabiliser tout le monde. Qu'effectivement, on tienne compte du prix. Qu'on puisse dire, ah oui, mais non, parce que j'ai aussi eu des réactions dans mes entrepreneurs. Attends, moi je remets un prix, j'ai l'impression de remettre un prix anormalement élevé, parce que tous les autres, ils mettent des prix anormalement bas, le prix anormalement bas devient le prix normal. Je dis, oui, c'est trop compliqué pour ma pauvre petite tête. Bon, je dis, je suis spécialiste en droit social pour le marché public. Donc, à ces niveaux-là, pour nous, ben, nous sommes désolés, nous voulons une deuxième session, c'est insuffisant, ça ne nous plaît pas, il faut quand même qu'on soit, et soyons un petit peu iconoclastes, j'ai envie, quand on dit cosmétique, j'ai envie aussi de dire, ben bon, si on veut attendre que le niveau remonte, il va nous falloir 1 à 2 générations, je ne serai plus là pour le voir. Non, ce qu'il faut, c'est directement, là, maintenant, si on veut faire tordre le cou à ce vilain canard, ben remettre en cause le principe du règlement européen sur la sécurité sociale et dire on paye la sécurité sociale dans le pays où on travaille. Sur ce mot-là, j'ai terminé mon intervention. Merci
Merci beaucoup, Monsieur Stiénon. Et pour achever ce tour de table, le round, je passe maintenant la parole à Luc Norga, qui représente la CSC, plus précisément sa centrale du bâtiment et industrie. Merci. Merci, Monsieur Dumont. Bonjour à tous. Merci aussi pour l'invitation. Et c'est assez rare de voir un patron applaudi par deux syndicalistes qui l'entourent. Donc c'est quelque chose qu'il faut fêter. En tout cas, je me rallie tout à fait à ce que M. Stiénon disait par rapport à la perception des cotisations de sécurité sociale. Je voudrais y ajouter aussi, pour continuer sur sa lancée, une identification des entreprises et des travailleurs avec un numéro unique au niveau européen. On l'a bien fait pour les comptes en banque, pourquoi pas. Et je crois que ce qu'il faudrait également, c'est réduire la durée. En tout cas, pour le secteur de la construction, on est dans des durées qui sont largement en dessous de 3 mois. Et donc, 1 an, c'est peut-être un progrès, mais pour notre secteur, c'est quelque chose qu'on voudrait ramener au moins à 6 mois. Ce serait d'ailleurs un parallèle avec la législation sur la fiscalité, les fameuses règles des 183 jours. Ce serait peut-être intéressant. Enfin, voilà, pour terminer sur les revendications au niveau européen, je reviens un peu au niveau belge. Mes collègues ont bien donné, je vais essayer de ne pas répéter ce qu'ils ont dit, donc ils ont bien donné l'impact qu'a le détachement, puisque le détachement, c'est un petit peu nos nouveaux négriers, sauf qu'ils se sont internationalisés, sauf que les problèmes, on ne les règle plus au niveau belgo-belge, mais on doit tenir compte des règles européennes, qui parfois se contredisent, puisqu'il y a la libre circulation, mais il y a la protection des travailleurs. Maintenant, avec la nouvelle directive détachement, on essaye de concilier les deux, la protection des travailleurs et la libre circulation, mais ce n'est pas encore évident, on doit aller plus loin. Bon, il y a le règlement de sécurité sociale qui va être revu. Peut-être qu'on pourra aller vers la solution qu'on vient de mentionner. En tout cas, il y a des choses à faire, sinon on va voir un secteur qui va encore maigrir. Au niveau des chiffres, oui, plus de 30 000 équivalents temps plein au niveau des détachés, 20-25 000 pertes d'emplois. Bon, il y a substitution d'emplois, il y a aussi la croissance du nombre de détachés, mais aussi une légère croissance du nombre d'employés, puisque quand on parle des réductions de personnel, c'est surtout le personnel d'exécution, les ouvriers, les cols bleus. Pour les employés, ça monte un peu, parce que bon, il faut bien organiser tous ces sous-traitants, tout cet acte de construire qui devient de plus en plus compliqué, avec des langues différentes, avec des métiers différents sur un même chantier. Donc c'est pas évident. Ce qu'on constate, j'aimerais quand même faire une petite pique à mon voisin, hein, c'est que ce qu'on constate dans l'étude de l'IVA, hein, l'Institut supérieur du travail de l'AKUL, c'est quand même qu'à 76%, les travailleurs détachés qui ont une activité dans la construction viennent pour des clients belges qui ont aussi une activité dans la construction. Donc les utilisateurs, à 76%, ce sont quand même des entreprises de la construction. Que constate-t-on ? On constate que ce sont les plus grandes entreprises qui utilisent, qui sont clientes de ces sous-traitants qui détachent des travailleurs. Donc il y a quand même aussi un peu de ménage à faire dans le secteur. Et comme le disait il y a plus de 20 ans un des congrès de la Confédération Construction, enfin d'une fédération des entrepreneurs généraux, la FABA, hein, les entrepreneurs dénoncent collectivement ce qu'ils pratiquent individuellement. C'était très bien dit, donc je crois que c'est aussi quelque chose qu'il faut souligner. Il y a un business model belge. Quand il y a un travailleur détaché pour 4 travailleurs belges, c'est du jamais vu au niveau de l'Union européenne. Donc il y a un business model belge. Alors ce business model, il s'est développé aussi en partie, et je reviens au marché public, parce que il y a une porte d'entrée. On a constaté, et c'était une de nos motivations pour s'intéresser au marché public au niveau syndical, on a constaté, et les entrepreneurs nous le disaient aussi, que les prix étaient très serrés. Que si on ne faisait pas de la sous-traitance comme les autres, on n'arrivait pas à obtenir les marchés parce qu'on n'avait pas le prix pour obtenir ce marché public. Et particulièrement dans les marchés publics. Donc, il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. On a essayé de le faire, je ne vais pas répéter tous les progrès qui ont été engrangés, notamment la régulation de la sous-traitance, l'offre économiquement la plus avantageuse, la mention du droit social, du droit du travail. Bon, tout ça est bien. Maintenant, il faut appliquer la loi. Et appliquer la loi, ça suppose, comme le disait M. Wouters, des moyens pour contrôler, des moyens pour aider les pouvoirs adjudicateurs à préparer les marchés, à estimer le prix des marchés, à contrôler le prix des marchés. Parce qu'on parle des prix anormalement bas, mais il y a toute une procédure, et mon collègue
L'intervenant précédent, M. Goffard, a bien parlé d'un guide pour la vérification des prix qui est en préparation au niveau du SPV, mais il y a en amont de la procédure des prix anormalement bas, il y a l'estimation des prix du marché qui devrait avoir lieu au moment de la préparation du marché. Il y a simplement la correction des erreurs arithmétiques, la correction des erreurs dans les offres qui sont reçues. Ensuite, il y a la vérification des prix. Et puis seulement, après toutes ces étapes, on peut aborder les prix anormalement bas. Donc là, il y a peut-être aussi une aide à apporter. Je constate qu'au niveau du SPOE, il y a un bureau des prix. Mais ce bureau des prix n'est actif que pour la DGO1, la Direction Générale des Routes, l'ancien ministère des Équipements et des Transports. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas un bureau des prix qui concerne toute l'administration du SPOE et même qui pourrait aussi aider les OIP, les organismes d'intérêt public, ou les communes, les provinces, les intercommunales. Il y a quelque chose à faire à ce niveau-là dans l'aide aux différents pouvoirs adjudicateurs. Que dire d'autre ? La responsabilité des pouvoirs adjudicateurs. Je crois que les pouvoirs adjudicateurs ont une grande marge de manœuvre, parce que dans la loi et dans les arrêtés d'exécution, il y a des obligations, mais il y a aussi des choses qui sont facultatives, que ce soit les motifs d'exclusion, que ce soit ce qu'on peut prévoir comme clause dans le cahier spécial des charges pour encadrer, pour vérifier, pour donner des pénalités par rapport aux infractions en matière de droit du travail ou de droit social. Et là, à ce niveau-là, il y a des outils qui sont développés aujourd'hui, mais qui ne sont pas assez utilisés. Je vais citer 2 exemples, parce que ces outils ont été développés dans le cadre de partenariats avec les partenaires sociaux de la construction. Un premier exemple, c'est la boîte à outils anti-dumping, qui a été développée au niveau de Charleroi, au niveau d'YTEC, du comité de développement stratégique. Et cette boîte à outils, elle fait 190 pages. Ce sont des clauses à insérer dans les cahiers des charges, des annexes avec des lettres, des modèles de lettres à envoyer aux entreprises. Donc c'est vraiment une aide pour les pouvoirs adjudicateurs. C'est quelque chose qui est pré-mâché et qui permet de prendre en compte la problématique du dumping social dans les marchés publics. Parce que ce que demandent les petits pouvoirs adjudicateurs, qui n'ont pas spécialement les juristes ou le personnel pour préparer les marchés, pour suivre les marchés, pour contrôler les marchés, ce qu'elles demandent, c'est d'avoir de l'aide et d'avoir des choses qui sont juridiquement sûres. Parce qu'ils n'ont pas envie non plus que la piscine ne soit pas faite à temps ou que la route ne soit pas réparée à temps. Vous voyez ce que je veux dire, on approche des élections communales. C'est important. Donc, il y a à la fois ce souci du dumping social, mais il y a aussi le premier souci du marché public, c'est de réaliser les travaux d'intérêt général en général. Voilà, la responsabilité, elle se situe pas seulement au niveau de l'attribution du marché. On a parlé tout à l'heure des critères d'attribution. C'est évident que ça ne doit pas être le prix le plus bas, mais qu'il faut ajouter d'autres critères. Et il y a des outils dans la loi et dans la directive européenne qui le permettent, le cycle de vie, la qualité, les labels éventuellement, qui peuvent être utilisés à un autre stade. Donc il y a pas mal de portes à ouvrir à ce niveau-là. Au niveau de la préparation du marché, j'en ai déjà parlé, il y a l'estimation des prix, mais il y a aussi la division en lots ou pas. Le fait qu'on fait, peut-être que des lots, ça permettrait de faire davantage participer les PME. La procédure électronique aussi. La procédure électronique, oui, qui va se mettre en place. Donc il y a toute une série de stades. Après l'attribution, il y a l'examen de la régularité des offres. Là, à ce niveau-là, il y a la vérification des prix qui, pour moi, est essentielle, avec, en bout de ligne, la procédure de vérification des prix anormalement bas. Il y a également l'exécution, et c'est là qu'il faut peut-être y mettre les moyens, parce que dans l'exécution, le suivi de l'exécution, il faut vérifier si tout ce qu'on a mis dans le cahier des charges est bien appliqué, si toutes les exigences du droit du travail, du droit social sont bien appliquées. Et là, le partenariat qu'on a cité tout à l'heure avec le CIRS, le partenariat qu'on peut avoir avec les services d'inspection est essentiel, mais aussi, pourquoi pas, avec les partenaires sociaux. Justement, sur Charleroi, il y a des échanges d'informations lorsqu'on visite des chantiers, lorsque nos délégués visitent des chantiers, constatent qu'il y a des sous-traitants qui ne sont pas en ordre, qui ne respectent pas le droit du travail.
on en avertit le pouvoir adjudicateur et il y a quelque chose qui suit. Et c'est informel, ce n'est pas dans la loi, mais c'est dans la manière dont on peut appliquer la loi en se sentant tous responsables de l'utilisation des moyens publics. Parce qu'en fin de compte, c'est l'État, ce sont les pouvoirs publics qui se tirent une balle dans le pied ou qui scient la branche sur laquelle ils sont assis. Parce que l'argent qui est payé en fraude, souvent, il est payé pour l'instant à des entreprises qui utilisent le détachement. Cet argent ne reste pas ici. On parle du multiplicateur en économie. Ce multiplicateur, dans la construction, il est de moins en moins présent. Il n'a plus cet effet d'entraînement sur l'économie. Alors bon, il y a eu substitution aussi de la main-d'œuvre sous contrat belge par une main-d'œuvre sous contrat étranger. Je crois qu'il faut résoudre ce problème, aller plus loin. Si ce n'est pas possible au niveau européen de mettre des règles claires comme celles qu'on a suggérées, il faut le faire en utilisant différents angles d'attaque. Un de ces angles d'attaque, ce sont les marchés publics. Et là, il y a beaucoup de choses à faire. La boîte à outils anti-dumping. J'ai oublié Renowatt, où quelqu'un ici qui est dans la salle a participé aussi à l'élaboration de ces cahiers des charges. Ça a été fait pour essayer aussi, je sais qu'on va peut-être à l'encontre des règles européennes, dans l'esprit en tout cas, et qu'on va nous taxer de protectionnisme, mais ça a été fait pour essayer de donner ces marchés à des PME locales. Alors, quand on parle d'un avion comme le remplacement des F-16, on parle de retombées économiques des commandes publiques. Ici aussi, on en parle quelque part des retombées économiques des commandes publiques. Alors je sais bien, il ne faut pas de protectionnisme, mais il faut vraiment alors appliquer à travail égal, salaire égal sur le même lieu de travail et perception des cotisations égales, quitte à ristourner par la suite les cotisations de sécurité sociale au pays d'origine. Mais il y a quelque chose à faire de ce côté-là, sinon il y a le dumping et la fraude sociale dont on a parlé, mais il y a un dumping légal qui se fait de par simplement l'application des directives détachement pour l'instant. Voilà. Je ne sais pas si j'étais très complet. J'ai essayé de ne pas reprendre ce que mes collègues ont dit. Je vous remercie de votre attention. Merci à tous pour votre respect scrupuleux du temps imparti. Avant de vous passer la parole, avant de passer la parole à la salle, je voudrais donner à M. Soums la possibilité de réagir brièvement. Si je résume bien, les partenaires sociaux en front commun sectoriel vous disent Monsieur le directeur de cabinet, ce que fait le gouvernement, ce que fait le secrétaire d'État, c'est très bien, nous saluons les avancées qui ont été opérées, mais nous aurions voulu que vous alliez plus loin, on voudrait que demain vous alliez plus loin. Au niveau belge, en prenant des initiatives comme la mise en place, je cite quelques exemples parmi ceux qui ont été mentionnés, la mise en place d'un label entreprise sans dumping social, que l'on crée un observatoire fédéral des marchés publics, que l'on pratique éventuellement le blacklisting comme cela se fait, semble-t-il, au Royaume-Uni. Et nous voudrions que, parallèlement, le gouvernement au niveau européen soutienne, dans le processus de révision du règlement de coordination des systèmes de sécurité sociale, soutienne le basculement en sécurité sociale du pays d'envoi plutôt du pays d'origine au pays d'envoi. On voudrait que les cotisations de sécurité sociale soient payées dans l'état de travail, l'état d'emploi, plutôt que dans l'état d'origine. Est-ce que vous souhaitez réagir sur certains de ces points? Oui. Donc, je constate avec vous, mais j'étais au courant qu'il y a des esprits communs chez les partenaires sociaux. Il y a un vrai sense of urgency et c'est positif parce qu'avec ça, on peut débloquer des choses. C'est toujours le cas. On a conclu un accord il y a 2 ans. On a exécuté la plupart, je pense, 3/4 des actions on a exécutées. À la fin, c'est l'évaluation, ça a changé quelque chose ou pas. C'est jamais assez, mais par exemple, pas pour la construction, mais dans le transport, on a aussi des esprits que ça ne change pas, mais on constate quand même que les entreprises boîtes aux lettres, on commence à les clôturer. Donc, ensemble avec la justice, il y a de vrais contrôles très actifs en Europe, mais surtout en Belgique aussi. Et les pays de l'Europe de l'Est ont peur des inspections sociales belges. Donc, ça, c'est quelque chose de positif. On a investi dans l'inspection sociale. Vous êtes au courant qu'on a embauché 100 contrôleurs en plus. Ça veut dire qu'on est au niveau le plus élevé des 5 dernières années à la capacité de cette inspection sociale. Donc, c'est important.
Ce qui est pour moi important aussi, qu'il y a une perspective. On constate dans la construction, dans la dernière année, que l'emploi belge en général, indépendant inclus, augmente de nouveau. Donc je trouve ça important pour avoir des perspectives. Et on constate au premier trimestre 2017 que aussi les travailleurs belges augmentent pour la première fois, après des années très négatives. Donc ça c'est important parce que ça donne de la perspective aux inspecteurs sociaux, aussi aux partenaires sociaux, aussi à la politique, donc c'est important. Pour moi, au niveau européen, j'entends parler d'un quart, c'est le détachement. Oui, pour moi c'est un message double. Je pense aussi que dans la construction, dans le transport, il y a 5000 emplois libres qu'on ne trouve pas des Belges. Dans la construction en 2004, avec l'élargissement de l'Europe, la Fédération en construction demande des étrangers pour remplir des vacances, des fonctions critiques. Donc je vois aussi que beaucoup de détachements sont des détachements légaux. Donc il faut vraiment intellectuellement correct. Si 80% des détachements sont légalement en ordre, c'est aussi une bonne chose pour l'économie belge, pour les entreprises belges, pour l'économie belge et aussi pour l'Europe, parce que ça diminue les différences entre l'Ouest et l'Est. Mais il faut attaquer sur les abus, ça c'est clair. Et pour ça, le pays l'ONSS en Belgique, je sais que c'est populaire, mais on pense qu'alors on peut éliminer les détachements. Ça n'a plus de sens de détacher des personnes si c'est tout salaire belge. Arrête avec les détachements alors. Et les fonctions critiques, on ne va pas trouver de personnes, je pense. Mais nous, on est favorable à un limosa européen. Donc en Belgique, on a beaucoup d'instruments. On a un limosa avec tous les détachements dedans, avec la durée de détachement, avec les personnes. Si on peut développer au niveau européen, on a plaidoyé pour ça dans l'EPSCO, dans le Conseil des ministres, on a plaidoyé pour ça dans le Parlement européen aussi. Les MOSA européens avec toutes les données de détachement, qu'on peut vraiment contrôler les abus. Ça me semble intéressant. Arrêter avec les détachements, je pense que la Belgique va perdre avec ça. C'est très intéressant pour les élections de dire on va fermer les frontières, on va bâtir des murs, c'est bien pour la construction, c'est comme Trump aux États-Unis, mais on va pas résoudre les problèmes avec ça, je pense. Excusez-moi, mais je dois réagir. Mais je suis content de votre propos, monsieur le chef de cabinet, parce que si je ne l'interprète même pas, je vais le reformuler. Vous estimez que le détachement est très utile parce qu'il apporte un gain compétitif aux entreprises et que la main-d'œuvre est donc moins chère. Et sinon, si la main-d'œuvre détachée devait payer son impôt et sa sécurité sociale dans le pays d'accueil, le détachement ne serait plus utile. Donc, vous admettez que le dumping légal est la règle. Or, le détachement avait une volonté, c'est de permettre de boucher les poches d'emplois qui ne trouvaient pas preneur dans le pays membre. Moi, je suis le fils d'un émigré italien qui est venu en 1955. Il est parti de ses carrières de Toscane parce qu'il n'y a pas de boulot. Et il a suivi son père, qui était venu 9 ans avant lui, pour travailler dans les carrières d'Ourtemblève. Mais quand mon père était payé, c'était au même salaire qu'un ouvrier de sa qualification belge. Il a payé ses impôts en Belgique et sa sécurité sociale en Belgique. Aujourd'hui, avec le système que nous avons, l'ouvrier qui est au chômage économique devient d'un contributeur à la sécurité sociale, il devient à la charge de la sécurité sociale. Et celui qui arrive, et ce n'est pas lui qu'il faut en vouloir, lui, il se crée l'ouvrier qui vient, lui, il n'a peut-être pas de travail chez lui, il n'est pas bien payé, et il veut faire vivre sa famille, et c'est humain. Ce qui ne va pas, c'est que c'est une concurrence déloyale, et évidemment, celui qui arrive ne contribue pas à la sécurité sociale. Et donc, notre sécurité sociale est destinée à être fragilisée avec ce système. Le détachement n'a de sens que pour permettre aux entreprises de légalement faire venir une main-d'œuvre dans des métiers en pénurie. J'entends les entreprises dire qu'il y a des métiers en pénurie, et c'est vrai. Les soudeurs, les électromécaniciens, et s'il y en a qui veulent venir d'ailleurs et qui le font très bien, mais parfait. Mais ils doivent contribuer aussi à la sécurité sociale ici, quitte à ce qu'on la rétrocède et qu'on se focalise sur le droit des gens à avoir la portabilité de leurs droits pour qu'en fin de carrière, quels que soient les endroits où ils ont presté, ils aient une retraite décente, ils soient couverts au niveau de la maladie. Mais évidemment, ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Et donc, aujourd'hui, malheureusement, au niveau européen, vous devez savoir que quand on parle de dumping social, certains, ça vient toujours du PPE, sauf Claude Rollin, qui est un excellent collègue, évidemment. Mais ça vient toujours de certains très conservateurs du PPE, du groupe libéral
Parce que les libéraux belges, ça va encore, hein, vous êtes parmi les meilleurs. Mais les Allemands, c'est des ultra-libéraux. Que dire d'autre dans le groupe ECR, les Britanniques, ça c'est la dérégulation totale. Et donc, le dumping social, pour certains, ça n'existe pas. C'est une compétition à l'intérieur du marché intérieur, et il faut s'adapter et être le plus compétitif. Et pour eux, la protection sociale est une variable d'ajustement. Ce n'est pas ma conception de l'Europe, ni, je dirais, de la relation qu'on doit avoir dans le monde du travail. Moi, je comprends le langage du représentant des patrons, que j'ai déjà rencontré à cet égard-là, et des syndicats, évidemment. L'important, c'est que chacun puisse être dans une compétition qui est loyale. Et pour être loyal, il faut essayer de diminuer les inégalités en Europe. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'avec l'élargissement, on est passé d'une Europe à 15 où on avait plus ou moins, pas tout à fait les mêmes niveaux, mais quand même, il y avait quand même un resserrement, à une Europe à 28 où aujourd'hui, le salaire minimum qui existe dans 22 pays, ben, il est de 1 990 € au Grand-Duché de Luxembourg et il est de 160 € en Roumanie et en Bulgarie. Et on ne va pas faire la convergence tout de suite, évidemment. Et donc, quand un ouvrier, un travailleur se déplace, il doit pouvoir jouir de la même protection que les gens à côté de qui il travaille sur les mêmes chantiers. Et le dumping social, ce n'est pas que l'Est. Hein. C'est l'Allemagne qui l'organise au centre de l'Europe avec une puissance économique terrible. Mais la réussite allemande, c'est aussi sur le dos des ouvriers roumains et bulgares qui arrivent et qui travaillent à 3 € de l'heure. Hein, parce que les syndicats ne protègent qu'une partie des travailleurs. Mais il y a aussi, quand notre viande produite en Belgique part en Allemagne pour être découpée la nuit par effectivement des gens qui viennent travailler sous le couvert du détachement en Allemagne pour 3 € de l'heure, et puis elle revient en Belgique dans nos étalages, dans certains grands magasins. Voilà le dumping social. Ça, vous appelez ça peut-être la compétitivité. Oui, mais moi j'aimerais bien que la compétition soit loyale. Aujourd'hui, elle ne l'est pas. Merci. On va clore ici ce premier round. Merci à chacun pour vos interventions qui permettent de bien cerner les points d'accord et les points de désaccord qui subsistent. Nous avons encore, avant les conclusions générales et avant d'aller trinquer à la santé du renforcement de la lutte contre le dumping social, nous avons encore une grosse quinzaine de minutes, une petite vingtaine de minutes pour prendre quelques questions qui émanent de la salle. Monsieur Slotsky, qui est là quelque part, je pense, a un micro. Non, il y a un micro qui est là-bas, pardon. Le micro est là. Ceux qui souhaitent poser une question, je propose qu'ils se manifestent. Dites peut-être qui vous êtes et formulez la question en précisant bien à qui elle s'adresse. La parole est à vous. Bonjour, donc moi je suis commissaire à la PJ de Charleroi et j'ai une question à poser. Je voudrais bien savoir finalement à qui profite le dumping social. Je dirais comme réponse que c'est une question qui est également posée par les entrepreneurs de la construction. J'en ai eu plusieurs qui m'ont sorti très froidement à qui profite le crime. Oui. Très clairement. Et ce n'est pas à nos entreprises, ce n'est pas à nos travailleurs. Donc, si je comprends bien, derrière tout ça, on trouve très certainement le crime organisé. Bon, allez. Ici, on a, dans le cadre du plan pour la concurrence loyale au niveau de la Confédération partenaires sociaux avec le secrétaire d'État, on a fait toute une série d'actions. Une série d'actions qu'on a menées sur un point bien particulier, c'était à notre niveau, personnes privées, procédure civile, action en cessation pour pratiques commerciales déloyales devant le président du tribunal de commerce. Parce qu'ils font de la publicité pour de la mise à disposition illicite de main-d'œuvre. Faire de la publicité pour une activité illicite, ce n'est pas quelque chose qui est admis par le Code de commerce. Au code de... Donc on a introduit, nous on essaie d'intervenir, nous ne sommes pas l'autorité publique, c'est le seul élément sur lequel nous on peut agir. Le Code de droit pénal social prévoit les autorités publiques peuvent participer à l'action. Plusieurs fois, j'ai eu des contacts avec le CLS, avec l'inspection des lois sociales, en leur demandant, écoutez, nous avons certains éléments qui nous donnent à penser qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je n'ai pas beaucoup d'éléments concrets, j'ai besoin que mon dossier soit un peu plus étoffé. L'inspection n'est jamais venue avec nous. Alors, ici, je suis dans une 4e procédure en cessation. Les 2 premières, il n'y a pas eu de problème, ça a été tout seul. La 3e procédure en cessation, j'avais une série de sociétés. Et comme par hasard, la dernière société
qui faisait de la mise à disposition de main-d'œuvre s'est dépêché de racheter une entreprise de construction en Pologne. Ouais. Et on était coincés. J'ai encore une question. Est-ce que le contrôle des prix anormalement bas, est-ce que vous voyez dans votre pratique en tant que maître d'ouvrage souvent des prix anormalement bas? Moi, c'est ce que j'ai comme réaction de mes entreprises. Hein. Ce n'est pas une qui me téléphone pour me dire « Ah, j'ai plus de marché », c'est plusieurs entreprises. Dans mes petites entreprises, c'est comme ça que ça se passe. J'ai 2 travailleurs, j'ai 3 travailleurs, j'ai 5 travailleurs, j'en ai une dizaine. Je soumissionne pour des marchés, ben, j'ai mon calcul de prix. Donc je remets un prix. Moi, je suis trop haut. Oui, je suis mais systématiquement trop haut. Mais ils sont peut-être un peu trop hauts, mais est-ce que l'entreprise qui pratique le dumping, elle n'arrive pas en premier lieu? Il y a un intermédiaire, bien souvent, entre le maître d'ouvrage et la chaîne de sous-traitants, et l'endroit où on obtient, à un moment donné, le dumping social, où là, le crime organisé vient s'installer. Je vous dirais à titre d'exemple. Donc le contrôle des prix, c'est un médicament, mais ce n'est pas le médicament pour lutter contre la bonne maladie. J'étais, en mois d'avril, j'étais à Paris pour vous discuter avec l'inspection sociale française, et on avait toute une série de séminaires. Dans un de ces séminaires, j'avais des gens de la gendarmerie qui étaient là, qui nous ont dit, quand on fait une descente sur chantier, parce que là les contrôles sont effectifs en France, c'est pas du saupoudrage comme ici ou du rien du tout, les contrôles sont effectifs, ils ont décidé de taper fort, et ce n'est pas toujours très agréable, parce que même nos entreprises les ramassent sur les doigts. Ils nous ont dit clairement, et c'était des hauts gradés, hein. Écoutez, quand on prend un chantier, on encercle complètement le chantier, on interroge les types, on interroge les Polonais qui sont là. Ils disent rien parce qu'ils sont complices du système et ils ne veulent pas ne plus pouvoir revenir. C'était des réactions que j'ai eues. Ce n'était pas chez nous. Hein. Moi, j'ai découvert, j'ai dit, tiens, là, on fait des contrôles et voilà comment ça se passe. Ah non, le Polonais, il dit rien parce qu'il est bien content du système. Donc, chez nous, c'est la même chose. Hein. Allez, ici, la dernière action qu'on lance en cessation, j'ai une nébuleuse avec une petite SPRL belge, vous allez voir son registre du commerce, il peut tout faire, le mec. Mais tout. Mais vraiment tout. C'est un génie. Est-ce que son gérant existe réellement? Minute, laissez-moi terminer. Vous avez, parce que je les ai identifiés chaque fois. Donc chaque fois, je disais à mes entrepreneurs, ben, écoutez, si vous voulez entrer dans cette combine de mise à disposition de personnel, la sanction, la loi de 87, vous êtes l'employeur. Donc essayez d'éviter, parce que ce n'est pas lui qui prend les risques, c'est vous qui prenez les risques. Donc je mettais chaque fois, si vous recevez des mails de cette entreprise-là, poubelle. Oui, mais parce que vous voyez dans le mail, c'était, mais on facture en régie, sur la base de 40 heures par semaine, les spécialistes de droit social vont tomber de leur chaise, les heures supplémentaires sont facturées au même tarif. Donc déjà là-dedans, par définition, vous dites, ça ne va pas. Il y a encore des entrepreneurs qui posent la question, est-ce que c'est bien? Oui, non, bon, ça c'est une autre histoire. Et donc vous avez, ils sont chaque fois, on est chaque fois, que ce soit nous au niveau privé, que ce soit les services d'inspection, que ce soit vous au niveau des services judiciaires, au niveau de la police, on est chaque fois une guerre en retard. Parce que moi, ce que je faisais, j'avertissais mes entrepreneurs en disant, attention, n'allez pas avec eux, vous allez ramasser un grain. Parce qu'en plus, une fois que je les ai, je transmettais à l'inspection sociale en demandant un contrôle. Tous les 3 mois, je pouvais refaire systématiquement, j'avais un mail type, une information type, je changeais juste le nom, parce qu'il changeait de nom tous les 3 mois. Et puis ici, qu'est-ce que j'ai eu comme dernière blague très récente qui m'a fait passer à travers le plafond, pour le dire clairement? J'ai un petit entrepreneur qui dit, chouette, ouais, youpi, c'est bien, je vais pouvoir diminuer mon prix, je vais enfin pouvoir avoir du travail. Il prend 2 types. Marché, privé, les travaux qu'on lui confie, il confie à ce sous-traitant, qui est un bureau de mise à disposition, on en avait pour 6 000 €. Vécu, hein? Eux se présentent comme entreprise de prestation de services. Ils ne vont pas vous dire que c'est une mise à disposition de personnel. Non, non, nous sommes des sous-traitants. Ils ne sont pas plus que ça, entrepreneurs de construction dans leur pays d'origine. Hein. Non, non, nous faisons de la convention de sous-traitance. Vous lisez ce texte, par rapport à quelqu'un qui sait ce qu'est un contrat d'entreprise, un contrat de sous-traitance, dit, ça ressemble à tout sauf. Hein, c'est pas, bon, vous connaissez, ça a la couleur de ça, mais ce n'est pas. Bon, exactement la même chose.
Qu'est-ce qu'ils ont fait après? Ah mais nous sommes un sous-traitant, nous avons un contrat d'entreprise. Comme ils n'ont pas exécuté, puisqu'ils sont d'entrepreneurs, ils ont exécuté ça comme des patates. Donc qu'est-ce qu'il dit mon entrepreneur? Ben, moi, mon sous-traitant, il n'a pas fait son travail convenablement, donc je ne paye pas. Je dis, ah oui, ben moi je suis entrepreneur, ok, tu ne me payes pas, action directe, plus haut, plus la sanction que j'ai prévue dans mon contrat. Bloc 25 000 € chez l'entrepreneur principal. J'aime autant vous dire que mon petit entrepreneur qui a eu le coup en se disant « je veux travailler », sa réaction a été « j'aurais mieux fait de ne pas le faire ». Mais entre-temps, ils sont tous, j'ai voulu rappeler l'anecdote là tantôt, c'est pas pour rien que je l'ai rappelé. Hein. Il y a 20 ans, on avait le phénomène des négriers, plus personne n'avait un marché parce que les prix étaient ce qu'ils étaient. 20 ans après, c'est la même chose, le phénomène des négriers s'est internationalisé et je ne vous dirai pas qu'au niveau de la petite SPRL belge, nous avons un nom, je ne veux pas, mais c'est un nom italien, désolé, hein, ou portugais, ou peut-être portugais, nous dirons portugais, comme ça, nous éviterons les problèmes. Mais à l'époque, nous avions dans le Hainaut, Buongiorno, qui était très réputé. Ah ouais. Au niveau du Labour, c'était un autre. Et il y en a encore, il s'est vissé. On a eu tout un moment aussi au niveau, ça c'était absolument génial. On avait Paul Sevakman. C'était aussi des gars qui étaient installés du côté de Hasselt. Ils ont aussi disparu dans la nature dès qu'on s'est un peu manifesté en disant « Eh là, mon petit gars, ça ne va pas. Le type a quitté le pays. » Excusez-moi, mais complémentairement, le dumping social profite aussi à des grosses entreprises de certains secteurs qui font la concurrence déloyale par rapport aux PME de leur secteur. Et si, comme M. Saul disait tout à l'heure, on ne trouve plus aucun routier belge, c'est parce que les grosses sociétés de transport routier sont déménagées en Slovaquie, en Lituanie ou ailleurs, ou en Hongrie, et proposent à des gens de Verviers, de Bruxelles ou de Charleroi un salaire de 600 € par mois. Comment vous voulez vivre? C'est normal que vous ne prenez pas l'emploi. Et donc, forcément, ce dumping social, quand bien même malheureusement il est légal, malheureusement il est parfois illégal, mais il est aussi légal, eh bien il fait en sorte qu'il profite à des entreprises belges dont une filiale est délocalisée dans un autre pays, où le salaire, et en tout cas la protection sociale et les impôts sont moins élevés, et donc le gars qui roule, le gars ou la dame, hein, mais généralement c'est vrai qu'il y a plutôt de chauffeurs routiers, il y a aussi des femmes qui le font, donc pas de sexisme. Mais il est clair que cette personne, peut-être mérite un salaire qui coûte 3 fois moins en charge incluse au patron. Et donc, le dumping social est aussi légalement organisé, malheureusement avec les règles en vigueur, par les entreprises qui ont pignon sur rue chez nous. Hein, et c'est souvent les grosses du secteur. La parole est au banc syndical. FGTB 2 minutes, CSC 2 minutes, puis on prend une autre question. Monsieur Tarabella m'enlève les mots de la bouche. Hein. D'abord, effectivement, il y a des pratiques criminelles, des pratiques mafieuses. Hein. À nouveau, je l'ai dit, qu'on pensait révolu, qu'il faut combattre. Il y a aussi ce dumping qui est légal et qui provient en fait de l'inadéquation. On n'a pas un texte aujourd'hui légal au niveau européen, au niveau belge, qui est un texte de lutte contre le dumping social. On a plusieurs morceaux de texte qui parfois sont interprétés, parfois il y a de la jurisprudence, mais on n'a pas un texte résolu au niveau européen qui dit on interdit le dumping social, et pour interdire le dumping social, on prend telle mesure. Non, c'est un peu de règlement de coordination de sécurité sociale, un peu de règlement de la directive détachement, un peu de la libre prestation de services, un peu demain la carte européenne de services, un peu l'indépendance et la libre circulation, etc. etc., etc. C'est une première paire d'achoppements. Je veux quand même vous raconter une anecdote, parce que la FGTB ne défend pas que les travailleurs belges ou que ses affiliés, mais l'ensemble des travailleurs. Et il y a eu récemment parce qu'on prend beaucoup l'exemple de la construction, j'aimerais prendre un peu un exemple du transport. Il y a eu récemment des travailleurs qui sont venus frapper à notre porte et qui nous ont dit, écoutez, on n'est plus payé depuis 3 mois, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Il dit, on va envoyer un courrier à l'entreprise qui vous emploie. On découvre que c'est une entreprise basée en Slovaquie, entreprise de transport. Hein. On décide de mettre les moyens en tant qu'FGTB, avec l'argent de nos affiliés, dans une perspective de solidarité, pour aller voir en Slovaquie. Tenez-vous bien, dans la rue où l'entreprise était localisée, il y avait un grand panneau « Interdiction de stationner pour les plus de 3 tonnes ». Donc, à mon avis, ils n'ont jamais vu un camion de leur vie. Et il y avait exactement 52 sociétés qui étaient basées, localisées dans le même bâtiment. Donc, effectivement, ça, c'est de la fraude manifeste, organisée, des pratiques criminelles. Et là, dans ce cas-là, le crime profite
à des réseaux mafieux, à des réseaux qui font condamner. Mais je rejoins M. Tarabella, il y a quand même des grandes entreprises en Belgique qui profitent allègrement du dumping social. Et je vous invite vraiment demain, s'il y a un accord politique, un consensus, et je l'espère parce que je suis fan de football, qu'on construit le stade national en Belgique, je vous invite demain à aller voir les travailleurs qui seront utilisés sur le chantier et à regarder si l'ensemble de la législation sociale est appliquée. À qui profite le crime, M. Norga? Mais je ne sais pas à qui... Enfin, si, il y en a à qui il profite, mais quelque part, on est tous perdants dans cette histoire. Parce qu'au niveau des pouvoirs publics, on l'a signalé, ce sont des recettes fiscales, des recettes de sécurité sociale en moins. C'est un petit peu comme du temps du négrier, mais d'une manière internationalisée. Au niveau des entreprises, il y a des perdants et des gagnants. Nous, on a essayé de caractériser. On s'est rendu compte que les plus grandes entreprises gagnaient plus et que les plus petites, les PME, perdaient plus. Maintenant, bon, c'est peut-être pas automatique. Alors, ceux qui gagnent certainement là-dedans, ce sont des intermédiaires qui se remplissent les poches. Hein. On a eu des négriers au niveau européen comme Atlanco Rimec, où le gars est devenu quasi milliardaire, a exploité un réseau de milliers de travailleurs au niveau européen sur des chantiers en Angleterre et aux Pays-Bas. Hein, il s'est lancé maintenant dans des fonds d'investissement et il n'a jamais été puni parce que, comme disait M. Stiénon, il changeait de nom tous les 3 mois et on n'a jamais pu attraper sa société. Pourtant, ils ont mis les moyens aux Pays-Bas, si je me souviens bien, du documentaire. Non, les perdants là-dedans, ce sont, je ne veux pas faire de misérabilisme, mais les travailleurs sont exploités dans ce système. Nos travailleurs perdent leur emploi ou se retrouvent au chômage économique, et les travailleurs des pays, des nouveaux États membres de l'Europe de l'Est en général, ils sont mal logés, ils sont payés en dessous du barème, ils doivent faire de nombreuses heures supplémentaires dans des situations parfois à limite de l'insalubrité. Je ne crois pas qu'il y ait grand-chose comme gagnant là-dedans, à part peut-être les intermédiaires et peut-être à très court terme certains pouvoirs publics qui vont en fait avoir des prix plus bas, mais avec des malfaçons, avec des problèmes, etc. Enfin, je regardais, bon là c'est pas une question de... Parce que le dumping, c'est pas seulement pour les travailleurs, mais on a aussi au niveau wallon, on a aussi travaillé sur les matériaux. Je voyais une place à Tournai, mais il y a 2-3 ans, ils ont refait une place avec des pavés irlandais. Non, c'était de l'irlandais. Et pourquoi est-ce qu'on n'a pas pris? Bon, je sais, c'est interdit. Pourquoi on n'a pas pris les pavés de nos carrières, de pierre bleue belge? Non, on a voulu aller au moins cher. Mais aujourd'hui, il faut refaire les places. Donc je ne sais pas, il y a une analyse qui devra être faite par rapport à ce marché public, mais c'est aussi le prix le plus bas qui domine. Et le prix le plus bas, c'est pas... Le prix le plus bas à court terme, ce n'est pas spécialement le prix le plus bas à long terme. Voilà. Merci. Je propose peut-être qu'on prenne une autre question, s'il y en a, éventuellement, et puis on passera aux conclusions. Oui, bonjour. Donc, en fait, pour les prix anormalement bas, enfin, ceux qu'on détermine comme anormalement bas dans la liste, par exemple, si c'est un contrat, je pense qu'il y a des moyens d'action. Donc, dans la justification de l'entreprise, je pense que la force est là, c'est que vous avez le tarif horaire qu'il doit justifier, le rendement qu'il doit justifier, sa marge bénéficiaire qu'il doit indiquer, les fournitures, enfin bon, donc il y a 4-5 éléments qu'il doit justifier. Et s'il justifie mal, je sais bien que c'est un peu hypothétique, mais nous avons tout à fait même le devoir de nous adresser à l'agréation. Bon, je sais qu'il y a quelques entreprises qui ont pas mal de soucis, on leur a envoyé peut-être une dizaine, je ne citerai pas le nom. Mais donc, je pense qu'il y a des moyens, et peut-être que le pouvoir adjudicateur ne travaille pas assez ou se ferme les yeux, alors que les rentabilités, on les connaît. Il est évident que de l'un à l'autre, comment on appelle ça, stakhanovisme? On sait bien que c'était faux. En Russie, les tonnes de charbon qu'il a pu enlever. Donc, c'est dans la même histoire ici. Un maçon ne peut pas tirer 200 mètres carrés de blocs de béton. Donc voilà, je pense que autant du côté des marchandises, parce qu'il y a aussi le dumping des marchandises, je veux dire les crevettes qui repassent en Tunisie, ou l'aluminium qu'on transforme et qui revient, enfin il y en a, et dans tous les domaines c'est comme ça. Donc je pense que le pouvoir adjudicateur, à mon avis, n'a peut-être pas toujours envie d'aller gratter là où il faut gratter. Et pourtant, il y a des possibilités. Voilà. Merci.
peut-être une brève autre réaction. Si c'est sur le même sujet, on peut les grouper. Et puis... Je vais intervenir en tant que pouvoir adjudicateur. Je pense qu'on ne peut pas être la solution pour répondre aux problèmes de l'Europe. On ne peut pas être expert comptable, expert fiscaliste, inspecteur du travail. À un moment, il faut arrêter. On est là pour honorer un contrat à titre onéreux et pas pour faire le travail des autres. Première chose. Deuxièmement, les entrepreneurs, s'ils arrêtaient de prendre des sous-traitants et de se faire une concurrence déloyale au lieu d'utiliser de la main-d'œuvre locale, peut-être qu'ils auraient des marchés à prix équitables. Le prix, pour moi, doit rester un facteur déterminant dans un marché parce que ce sont des deniers publics. Et on a constaté que lorsque le prix n'est pas un critère fort, on n'a pas forcément un meilleur prix, une meilleure exécution et des meilleurs délais d'exécution. Et si vous donnez un prix plus haut, ça va simplement augmenter la marge de l'entrepreneur. Ce n'est pas ça qui va faire qu'il va prendre de la main-d'œuvre locale. Et dernière chose, si on obligeait les entrepreneurs à remettre le prix de leurs sous-traitants au moment de l'offre et de les connaître à ce moment-là et pas l'exécution où c'est trop tard, et que le sous-traitant s'engage sur le prix, il y aurait moins de surprises. Une brève réaction de ceux parmi nos panélistes qui le souhaitent, et puis on clôturera. L'intention, je la partage, la vôtre. Je dis simplement que quand on a fait la directive avec la sous-traitance, par exemple, on avait exigé, l'État membre devait, enfin obliger donc les adjudicateurs, enfin les adjudicataires, à dire dès leur offre ce qu'ils ont l'intention de sous-traiter. Et avant que le chantier ne commence, qui est leur sous-traitant? Vous ne pouvez pas l'exiger au moment de l'offre, pour la simple raison que parfois il y a un certain délai qui s'écoule entre l'adjudication et le début du travaux. Et alors on avait demandé à charge aux États membres de demander la même transparence sur le reste de la chaîne en espérant la raccourcir. Et là, évidemment, ça n'a pas été fait. Et je suis d'accord avec vous, transférer la charge vers les pouvoirs adjudicateurs, non. Ce n'est pas notre boulot. Dans les communes, qu'elles soient grandes ou petites, mais surtout dans les petites que je connais mieux, on a tellement de choses à faire, les règles sont tellement de plus en plus compliquées et complexes. Je ne pense qu'à l'urbanisme et l'aménagement du territoire, par exemple, et donc d'aller contrôler. Mais clairement, je pense que l'important, le prix, c'est le rapport qualité-prix. Le prix le plus haut, si la qualité est meilleure, c'est vrai qu'on doit tous faire des économies, l'argent du contribuable c'est important, mais vous avez cité Tournai, Theux, c'est pareil en province de Liège, hein. Pavé du Vietnam ou de Chine, il a fallu refaire la place 3 ans après, donc ça coûte plus cher. Le moins cher est le plus cher, comme la paire de chaussures. Vous devez en acheter plusieurs. Donc à un moment donné, il faut faire une balance, mais le prix, et ça a été décidé, reste évidemment un critère. On ne peut pas gommer le prix. Déjà, on l'a fait. Mais ne faire que le prix, c'est quand même la porte ouverte à la malfaçon et aux travaux bâclés qu'il faut recommencer ou dont on n'est pas satisfait. Et que la réception, une fois qu'elle est faite, ça commence à craqueler un peu partout. On a quand même de plus en plus des marchés où la malfaçon devient un peu la règle. Et les délais non respectés. Mais le prix doit rester un critère, mais il n'est pas le seul. Bon, malheureusement, on a les marchés publics à la limite. J'entends beaucoup de pouvoirs locaux dire on devrait faire comme pour soi. Le problème, c'est que si vous faites ça, c'est l'ouverture à la suspicion sur la collusion et voire la corruption. Donc on ne peut pas. Il faut passer par une procédure. Alors moi, je voudrais, peut-être s'il y a des professeurs ou des étudiants ou des assistants dans la salle qui puissent me dire quel est le système suisse, ça m'aiderait beaucoup. Je pourrais me renseigner moi-même, vous allez me dire. On me dit qu'en Suisse, on élimine le plus bas, le plus haut, et on prend celui qui est à la moyenne. Peut-être un système. Mais je ne sais pas si c'est vrai, je n'ai jamais pu le vérifier. Si quelqu'un a fait une étude comparée, ça m'intéresserait d'avoir les informations. Oui. Oui, je pense que c'est un point important que le prix d'offre sera respecté par après. Donc c'est une responsabilité des autorités publiques de garantir ça ou de vérifier ça. Je veux aussi dire, on est tous d'accord qu'on doit attaquer les prix anormalement. On parle ici de 5 €, 10 € par heure. C'est vraiment une grande différence avec un Belge qui coûte 30 €. Mais je veux dire, le cadre légal est là. Si un Bulgare travaille légalement dans la construction en Belgique, c'est 26, 27 €. Ce n'est pas 10 €. Donc les 10 € et les matériaux de la Chine, c'est vraiment des autres prix que normal.
Et c'est ce prix anormalement bas qu'on veut éliminer. Le prix normalement bas, c'est la concurrence loyale, il faut ça. Mais c'est vraiment les exclusions, les choses très malafites qu'on doit attaquer. Ça, c'est le but de cette loi. Moi, je comprends tout à fait le souci de monsieur par rapport à exécuter des travaux pour honorer le marché public. Et c'est ça qui est difficile, c'est qu'on arrive avec un souci, avec un angle d'attaque du dumping social dans les marchés publics, dans un monde des marchés publics qui a une pratique, qui est dans un paradigme, et on ne peut pas trop changer. Je crois qu'on n'a pas fait la révolution avec la nouvelle directive européenne. Il n'y a pas eu... Il n'y a même pas eu une transposition à maxima, on n'a pas utilisé toutes les possibilités. Toujours, et c'était le leitmotiv de la Commission fédérale des marchés publics, c'était de préserver la souplesse, la viabilité, que ce ne soit pas trop... Donc ce que vous dites, mais en même temps, il faudrait peut-être plus cibler, plus avoir un échange d'informations bien précis sur le salaire horaire, le rendement, sur les contrats de sous-traitance aussi, parce que ce sont des choses que le pouvoir adjudicateur pourrait demander. Or, bon, je sais qu'ils ne sont pas spécialement toujours bien équipés ou avec suffisamment de personnel pour suivre tout ça, mais il y a quand même un souci de ce côté-là. On pourrait automatiser aussi certaines choses. On a parlé tout à l'heure de la direction des amendes administratives, la DIRAM. On pourrait avoir, comme pour les dettes sociales et fiscales, une base de données qui nous dit oui, il y a des amendes administratives pour telle société, telle entreprise. On pourrait l'avoir aussi pour les dettes salariales. On pourrait avoir des automatismes, des accès à des banques de données qui pour l'instant sont fermées ou sont pas suffisamment accessibles, on va dire plutôt. Juste un petit, voilà. Parce que je ne peux pas être d'accord avec, malheureusement, avec la dernière intervention sur l'adjudication qui reste le meilleur moyen pour passer un marché public. Je pense que justement un marché public, il y a un geste politique qui est posé derrière et qu'on doit poursuivre des objectifs sociétaux importants. Je pense par exemple dans une région comme Bruxelles, je pense qu'il faut favoriser ces clauses sociales d'insertion, puisque quand on voit qu'il y a un taux de NEETs élevé, plus de 25%, quand on voit que le chômage reste important, je pense que c'est socialement important que lorsqu'on passe une commande publique, on dise ben voilà, une partie de mon marché, ce sera pour l'économie sociale d'insertion. Pareil en région wallonne, et j'applaudis la circulaire qui a été adoptée pour obliger les pouvoirs adjudicateurs, pour les marchés qui dépassent 1 million d'euros, d'insérer des clauses sociales, environnementales ou éthiques. Je pense que ça, c'est justement un geste fort, déterminé, qui permet vraiment de poser, au-delà de la simple commande publique, de répondre à un geste sociétal et social. J'ai peut-être aussi une petite réaction par rapport à ce qui vient d'être dit. Donc effectivement, ce n'est pas au pouvoir adjudicateur de jouer le rôle de l'Europe, de jouer le rôle du contrôle social et de prendre en charge toutes les responsabilités du monde. Mais néanmoins, c'est vrai qu'il s'agit d'argent public et que dans ce cas-là, il est important de maximiser son impact finalement. Et donc c'est important aussi de se dire que les pouvoirs publics, les acheteurs publics ont ce pouvoir de jouer un rôle dans la société et avec une consommation plus positive et avec des petites choses. Donc effectivement, il y a un juste milieu à trouver, des petites choses qui ne demandent pas trop d'énergie, pas trop de temps. Et donc c'est ce qu'on a essayé de faire dans le guide régional, c'est vraiment de garantir un équilibre entre la charge de travail et la responsabilité des pouvoirs publics. Donc des petites choses qui permettent quand même d'avoir un réel impact. Et je trouve que en fait, finalement, c'est assez motivant quand on se dit qu'on ne fait pas que rédiger un cahier des charges, mais qu'en plus on a un impact positif sur la société. Voilà, ce sont des choses... ça donne une motivation en plus pour avancer. Merci, c'était le mot de la fin, presque le mot de la fin. Je propose que...